Bonjour à toutes et tous, salut Fugu Simon, salut Cristalgre, salut Marocino, pardon, salut Morgane, salut Maskilili, salut Michael, salut Kyle, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut aussi à nos amis de TikTok qui nous regardent, qui nous lisent. Bienvenue dans le Talk de France Info. Talk de France Info, c'est 2 heures de 17h à 19h pour aller voir ce qui se dit derrière le grand rideau de l'actu politique, économique, sociale, géostratégique, du web, de la tech et peut-être même des idées. 2 heures en tout cas pour avancer une grande feuille de raison sur la table parfois remuante de la passion. 2 heures où vous posez vos questions dans le chat, notamment sur Twitch, des questions que je passe directement aux invités. La seule règle, s'il vous plaît, c'est la courtoisie, la bienveillance. On est sur le service public, mais je sais pouvoir compter sur vous comme d'habitude. Au programme de ces 2 heures, la possible reconnaissance de l'État palestinien par la France, mais aussi la polarisation de la société civile israélienne autour du limogeage du chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens, voulu par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, contesté de part et d'autre, alors qu'à Gaza, on attend toujours un cessez-le-feu. Ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on ira normalement lire entre les lignes de la propagande de Daesh, l'État islamique dont on parle un peu moins, une actualité chassant l'autre, mais qui continue de faire mouche chez de jeunes occidentaux. On en parlera parce que si une actu en chasse une autre, elle nous rattrape parfois. En témoigne la mise en examen dimanche de 3 hommes du nord de la France soupçonnés d'avoir projeté une action violente à l'explosif. Le suspect principal, qui est âgé de 19 ans et inconnu des services de renseignement, avait rédigé un courrier d'allégeance à l'État islamique. On va parler de Daesh, de sa propagande, de ses méthodes de recrutement, et ce sera notamment avec Marc Ecker, qui vient de commettre un livre sur le sujet. Ça s'appelle Daesh au pays des merveilles, et ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h05, passé de 20 secondes. À Paris, et hier soir, on apprenait que la France pourrait reconnaître l'État palestinien. Déclaration d'Emmanuel Macron dans une interview donnée à son retour d'Égypte hier soir sur France 5. Alors, reconnaissance au mois de juin, puisque c'est le moment qu'il a choisi pour organiser une conférence à New York avec l'Arabie Saoudite, aux Nations Unies, donc, qui doit aussi conduire à la reconnaissance d'Israël par plusieurs pays qui n'ont toujours pas normalisé leurs relations diplomatiques avec l'État hébreu. Bonjour, Ofer Bronstein. Bonjour. Vous êtes militant pacifiste franco-israélien, vous êtes président et cofondateur du Forum sur la paix et spécialiste des questions sur le Moyen-Orient. J'ai oublié quelque chose? Oui, je conseille Macron, le président Macron, C'est sur tr- ces sujets. c'est très bien. Et vous conseillez le président Macron, ce qui n'est pas rien. À vos côtés, en face de moi, Denis Siffer. Bonsoir Denis. Bonjour Denis, plutôt. Bonjour, bonjour. 7 heures, on dit encore bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de la publication de Politis, spécialiste du conflit israélo-palestinien, des questions sociales et du monde moyen-oriental. Vous êtes par ailleurs chercheur associé à l'IRIS. Chers messieurs, bienvenue dans le Talk de France Info. Avant de commencer, pour qu'on sache bien de quoi on parle, je vous propose de nous inviter dans l'avion présidentiel et d'écouter le président de la République au micro de nos amis de France 5. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Emmanuel Macron à son retour d'Égypte, une interview diffusée hier soir dans C'est dans l'air. Pourquoi le chef de l'État fait cette déclaration maintenant? Qui veut? Vas-y. Là, je pense que, oui, d'abord, pourquoi il a fait ce voyage? Parce qu'effectivement, il était là en face d'autres Arabes auxquels il voulait plaire. Mais enfin, au-delà de ça, c'est quand même une symbolique qui est importante. Il y a peu de pays, il y a la Norvège, il y a l'Espagne, il y a l'Irlande, là, parmi les pays européens, disons, qui ont reconnu l'État de Palestine. Donc c'est un geste qui est très important, qui a une symbolique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a quand même une contrepartie, c'est-à-dire quand il dit il faut que les pays arabes reconnaissent et normalisent leurs relations avec Israël, il parle de l'Arabie saoudite. Alors il y a quelque chose d'un peu ironique là-dedans, parce qu'on a l'impression qu'il reprend la logique des accords d'Abraham, cher à Donald Trump. Il les renverse un peu en disant premièrement la Palestine, mais si la reconnaissance de l'État de Palestine, ça c'était pas très très clair, est conditionné par la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est dans les tuyaux, hein. S'il n'y a pas eu le 7 octobre, ça serait fait. Mais si, comme il l'a dit là dans son intervention dans l'avion, et il s'agit aussi de l'Iran, ça va être plus compliqué, ça va être totalement impossible. Donc
voilà. Bon, en tout cas, c'est un geste qui est très important, qui est symbolique, qui n'aura pas d'effet concret sur le terrain, le moins du monde. Ça ne fera pas scier d'une paupière Netanyahou, qui n'a pas l'habitude de céder à ce genre de choses. Il y a déjà le gouvernement israélien se déchaîne là, contre Macron. Ce qui est gênant un peu dans cette affaire, c'est que on a un peu l'impression que Macron se réveille quoi, sur ce sujet et qu'il n'a pas été très pertinent très tôt. Et on en est à des massacres épouvantables là, depuis 50 000, 60 000, que sais-je encore, je ne sais pas. Mais bon, la trêve a été rompue le 18 mars. Et puis surtout, au cours des années précédentes, rien n'a été fait pour permettre à un État palestinien de d'éclore. Et en particulier, rien n'a été fait contre la colonisation. Donc, et la colonisation, aujourd'hui, elle rend extrêmement difficile. Je lisais récemment, il y a quelques temps, Elias Sambar, qui est quand même très pertinent sur le sujet, et qui disait que c'était fini, les deux États, que c'était plus possible. Alors bon, je ne serais peut-être pas aussi pessimiste que lui, mais toujours est-il que la colonisation rend extrêmement difficile ce projet. Donc, ça rend encore plus symbolique, si j'ose dire, la déclaration de Macron, mais encore plus symbolique et encore moins concrète. Le Hamas qualifie le projet de la France de reconnaître l'État palestinien d'étape importante, c'est ce que rapporte un dirigeant à l'agence France Presse. Ofer Bronstein, je vous vois souscrire en tout à ce que vient de dire Denis Siffer. Non, pas du tout, pas en tout. Pas en tout. Bon, surtout pas sur le fait que c'est un geste symbolique. Je ne pense pas que ce soit un geste symbolique, je pense que c'est un geste politique fort. La France est quand même un des leaders de l'Europe. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je pense que la France ne sera pas seule à le faire au mois de juin à New York. C'est pas anodin que cette conférence s'appelle la conférence des deux États. C'est pas anodin qu'elle se fait avec l'Arabie Saoudite, qui est quand même un acteur très important dans le monde arabe et musulman. Et c'est pas anodin qu'il dit que des efforts sont faits, et je les connais, et pour que d'autres pays arabes et musulmans reconnaissent l'État d'Israël. On est convaincu aujourd'hui, on le voit depuis le 7 octobre, de deux choses. Un, que la sécurité d'Israël sera garantie que par la paix, que le conflit israélo-palestinien ne peut pas se résoudre par les armes. La preuve est, ça fait déjà 1 an et demi qu'il y a une guerre terrible. Les otages israéliens n'ont pas été libérés par l'armée et le Hamas n'a pas été éliminé comme l'avait voulu le Premier ministre Netanyahou. Donc on sait aujourd'hui que vous savez, il y a quelque chose que les extrémistes israéliens et palestiniens ont en commun. Les deux préconisent au fait des solutions d'un seul État. Le Hamas voudrait un seul État, comme certains manifestants à Paris, de la rivière jusqu'à la mer, c'est-à-dire que les Juifs seront soit une minorité, soit les obliger à partir, et les extrémistes juifs qui veulent aussi que soit les Palestiniens partent, soit qu'ils soient des citoyens de seconde zone, donc un état d'apartheid. Cette solution des uns et des autres qui sont extrémistes et qui tiennent en otage la plupart des Israéliens et la plupart des Palestiniens est une solution qui veut dire que la guerre ne s'arrêtera jamais. Et après 100 ans de conflit israélo-palestinien, parce qu'il a commencé avant la création de l'État d'Israël, il faut à un moment donné dire basta. Maintenant, la position de la France, c'est pas anodin du tout. Le processus en France pour reconnaître un État, il est le suivant. L'Assemblée nationale doit le reconnaître, le Sénat doit le reconnaître, et le président doit entériner. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale a reconnu l'État de Palestine, le Sénat a reconnu l'État de Palestine, il ne manquait que la signature du président. Depuis qu'il m'a confié cette mission de rapprochement entre Israéliens et Palestiniens, bien avant le 7 octobre et cette terrible guerre, moi je martèle qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Et je vais dire pourquoi. Quand on dit que rien n'a été fait pour que cet État existe, je ne partage pas cette opinion. N'oubliez pas qu'avant les accords d'Oslo, il n'y avait pas d'autorité palestinienne. Il n'y avait pas. Alors, on peut, pour de bonnes raisons, dire oui, mais c'est une autorité qui est très affaiblie, c'est une autorité qui n'est pas encore un État. Mais je veux quand même rappeler aussi une chose. Nous, contribuables européens, on a investi 50 milliards d'euros envers l'autorité palestinienne, envers les Palestiniens, pour justement qu'il y ait une création étatique. Elle existe aujourd'hui. Les Palestiniens gèrent leurs hôpitaux, les Palestiniens gèrent leurs écoles, les Palestiniens gèrent leurs transports, les Palestiniens gèrent une partie de la vie au quotidien dans la zone A.
Dans la zone B, il ne gère que le civil et le sécuritaire est israélien. Et dans la zone C, ça reste encore complètement sous contrôle israélien. Donc on a investi 50 milliards. Il y a une autorité palestinienne. Elle a été plus forte à des moments donnés. Elle est plus affaiblie aujourd'hui parce que le gouvernement actuel et la droite israélienne avaient choisi de renforcer le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Mais les prémices d'un État existent. Et l'Europe a fait ce qu'elle pouvait en investissant 50 milliards d'euros. Donc, je ne pense pas que ce soit du symbolique. Je pense que c'est un acte politique très fort. Et je pense que cet acte vient pour aider Israël à céder. Israël ne propose à ce jour aucune alternative à la fin de cette guerre. Dire on ne veut plus du Hamas, d'accord. Le président Macron le dit aussi. Il y aura un État palestinien où le Hamas n'existera pas comme force armée. Il n'y aura qu'une seule armée. Ce qu'il faut, c'est permettre aux Palestiniens d'être indépendants, d'être libres, de retrouver leur dignité et de pouvoir négocier avec Israël d'égal à égal. On a changé le paradigme. Au lieu de dire aux uns et aux autres négocier et à la fin des négociations, il y aura une reconnaissance mutuelle, ça fait déjà 40 ans qu'ils négocient, ça n'a pas eu lieu. On dit aujourd'hui, nous on reconnaît, d'autres le feront aussi, je pense au mois de juin. Après, quand les plaies seront un peu guéries et quand la haine se sortira un peu des cœurs des uns et des autres, que les Israéliens et les Palestiniens s'assiedent autour d'une table et ça sera une autre autorité palestinienne, ça sera peut-être un autre gouvernement israélien et pour négocier les détails du futur État palestinien. Oui, alors bon, symbolique ne veut pas dire anodin, hein. Ah d'accord. Et symbolique et politique, ce ne sont pas vraiment des synonymes, mais on s'en est pas très loin. Mais que l'on emploie ce mot ou un autre, la vérité de terrain, c'est que cet État palestinien, il n'a pas de réalité possible aujourd'hui en raison de la colonisation. Et on ne peut pas dire que les puissances européennes, mais les États-Unis moins encore, aient fait ce qu'il fallait pour arrêter la colonisation dans les territoires palestiniens. Moi, je me souviens qu'au moment d'Oslo, il y avait 115 000 colons, hein, si je me souviens bien, en Cisjordanie, hein. Et il y en a maintenant 550 000, voire 700 000 si on parle de Jérusalem. Quand on regarde la carte, on voit qu'elle est entièrement, disons, habitée par des colonies. Donc, que faire avec ça? C'est là que le geste... C'est très simple. Oui, c'est très simple, sans doute, sur le papier. J'en Non. conviens. Sur le papier, tout est très simple s'il y avait des bonnes volontés politiques. Mais comme il n'y a pas de bonne volonté politique, et en particulier du côté israélien, parce que c'est pas le conflit n'a pas été inventé par le Hamas, hein. Moi, je déteste. Oh. Ah bah non, le Ça se Hamas, discute. le Hamas, Je m'excuse. il a je surgi en, m'excuse. en 1987 Non. et avant le conflit. Mais avant, il y avait d'autres organisations qui ne voulaient pas reconnaître Oui, et mais, qui étaient considérées oui, comme mais il des se trouve organisations que, terroristes. il se Mais trouve moi, que- je vous dis, il- si aujourd'hui la catastrophe de Gaza ne se serait pas produite, si le Hamas n'avait pas fait un pogrom le 7 octobre, tuant des femmes et des enfants, violents et prenant en otage bon, des bébés de 9 mois. on est d'accord là-dessus. Donc, C'est pas. il faut le condamner et il faut le oui, rappeler. oui, d'accord, mais il n'empêche que je confirme que le Hamas n'a pas inventé le conflit. C'est une organisation qui est détestable, qui a été entretenue à dessein par la droite israélienne, et pas seulement la droite d'ailleurs, même au début des années 90 déjà, il y avait un soutien qui était encore masqué au Hamas, et puis ensuite, Netanyahou en a fait lui-même l'aveu, les dollars via le Qatar, etc. Mais Donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que tu proposes, mon ami? oui, mais ce que je propose, pour l'instant, on est dans une impasse, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura rien qui se passera si on ne pose pas la question de la décolonisation de la Cisjordanie. Et donc, des mesures, y compris peut-être de rétorsion à l'égard du gouvernement israélien, pour empêcher que cette colonisation continue de galoper, parce qu'elle galope aujourd'hui comme jamais auparavant. Donc il y a quand même un écart. C'est là que les mots symboliques ou politiques prennent leur sens, c'est-à-dire leur vanité en quelque sorte de Macron. L'écart entre ce mot, ce discours qui est de bonne volonté, je le salue personnellement, hein, c'est mieux que rien, c'est beaucoup mieux que rien. Mais entre ça et puis le fait qu'on laisse Ben Gvir et les extrémistes et Netanyahou, parce que Netanyahou n'est pas le dernier de
de la bande, si j'ose dire, colonisé de façon extrêmement violente la Denis, Cisjordanie. Je vous Hein. coupe parce que justement, il y a Kyle. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Je vais Oui. les poser dans le désordre, malheureusement. Oui. On va ouvrir des tiroirs, on va les refermer, on va faire des allers-retours, forcément, puisque voilà, les questions du chat ne suivent pas forcément notre trame, et puis c'est bien normal. Continuez à les poser. Kyle, salut, et qui dit mais pourquoi la France ne met pas en place des sanctions financières envers l'État d'Israël, vu sa manière de faire dans Gaza, et également pour dénoncer la colonisation en Cisjordanie. Oui, c'est mon propos en fait. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de vous Oui, interrompre. oui, c'est mon propos. Mais alors, c'est une vieille histoire. C'est pour ça que, bon, encore une fois, mieux vaut tard que jamais le discours de Macron, mais il vient bien tard, quoi. Donc, et c'est effectivement, si on n'arrive pas à tordre le bras, mais je reconnais que c'est très difficile, hein, parce que c'est les États-Unis qui ont cette possibilité. Mais il y aurait vraiment une action. Alors peut-être que la reconnaissance de l'État de Palestine est un prélude à ça. Avec un accord au niveau européen, de tout ou partie des pays européens, pour en effet prendre des décisions plus concrètes et plus menaçantes à l'encontre du gouvernement israélien. Mais tant qu'il n'y a pas ça, et tant que la colonisation continue d'empiéter sur les territoires, eh bien là, on est en effet dans le symbolique, c'est dans quelque chose qu'il faut saluer, qui est beau, qui est grand, mais qui est vain. Je vais vous donner peut-être une clé pour répondre, Oui. C'est Michael qui vous l'a fourni, cette clé. C'est concrètement, qu'est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien va changer sur le terrain? Très bien. Mais tout d'abord, je voudrais Rien. répondre aussi. Non, c'est pas vrai. Mais je vais répondre aussi au précédent. Pourquoi ne pas boycotter ou sanctionner économiquement Israël? La volonté de la France, la volonté de l'Europe, c'est d'avoir de l'influence. C'est d'avoir des leviers d'influence. Boycotter, marginaliser Israël voudra dire que la France aura peut-être un certain impact chez les Palestiniens, mais aucun chez les Israéliens. Donc elle ne pourra pas accomplir la politique qui est en train d'être dessinée par le président Macron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rappeler, c'est le général de Gaulle qui l'avait dit, et les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Il y a des intérêts aujourd'hui entre la France et Israël, dans le domaine du high-tech, dans le domaine de l'agriculture, dans d'autres domaines. Il y a une communauté juive qui est la plus importante d'Europe qui se trouve en France. Il y a il y a plus d'1 million de francophones et de francophiles en Israël qui sont très attachés à la France. Donc pour toutes ces raisons-là, ça ne sert à rien d'aller vers une guerre économique. En plus, elle n'aura pas d'impact. Elle renforcera ceux qui disent tout le monde est contre nous, tout le monde est antisémite, tout le monde veut notre destruction. Donc c'est exactement l'effet contraire qu'on risque de voir. Maintenant, quant à l'histoire de la colonisation, ces derniers jours, ces derniers temps, ces derniers mois, il y a l'ex-premier ministre israélien, M. Olmert, l'ex-ministre des Affaires étrangères et neveu de Yasser Arafat, M. Nasser El-Kidwa, qui s'était présenté aux dernières élections présidentielles chez les Palestiniens qui, à la fin, n'ont pas eu lieu, qui sont revenus avec une initiative commune. En pleine guerre, tu as une personnalité politique israélienne, une personnalité politique palestinienne qui disent on a quelque chose ensemble à vous proposer. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent en fait ce qui a été proposé entre Olmert, Premier ministre, et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne à l'époque, qui n'a pas vu jour parce que Olmert a eu des soucis, a dû démissionner. Il propose quelque chose de très simple par rapport aux colonies. Aujourd'hui, 90% des colonies se trouvent sur à peu près 7% du territoire palestinien. Donc l'idée était Israël va garder une grande partie des colons sur 7% du territoire, et en échange, les Palestiniens recevront 7%, soit au nord de la Cisjordanie, soit à côté de Gaza, soit dans le sud. Donc s'il y a un courage politique, s'il y a une détermination politique, s'il y a une volonté populaire, les solutions sont possibles. Parce que l'idée n'est pas seulement qu'il y a un État palestinien et un État israélien avec des murailles qui les séparent. L'idée plus tard, c'est que cet État, la frontière, j'espère qu'elle n'existera pas. Regardez ce qui se passe en Europe. Moi, mon identité, elle est profondément européenne. Est-ce qu'il y a une frontière entre la France et l'Allemagne? Est-ce qu'il y a une frontière entre la France et la Belgique? Est-ce que quelqu'un s'aperçoit quand il rentre en voiture en Italie ou en Espagne? Non. Ça a été possible pendant des années entre Israël et les Palestiniens. Il n'y avait pas de frontière. Moi, je passais mes journées à Gaza. Aujourd'hui, c'est presque impensable de rentrer à Gaza. Aujourd'hui, les Israéliens n'ont pas le droit de rentrer dans les territoires palestiniens. Donc, moi, j'espère que ce sera des frontières ouvertes, des relations de bon voisinage. Et petit à petit,
pour les prochaines générations, il y aura aussi la paix. Vous savez, il a été dit, je crois, par Gramsci, le scepticisme ou le pessimisme de la pensée et l'optimisme de l'action. Moi, je suis dans l'action, donc je suis toujours C'est optimiste. toutefois permis d'être un peu pessimiste. Ouais. Non. Oui, mais non, mais Je le moi dis en suis. rigolant, c'est vraiment pas drôle, pareil. Non, Pardonnez-moi. je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'est un doux rêve, quoi. C'est très, et Bien c'est sûr. c'est un rêve qu'on partage. Des plans de paix qui, en effet, visaient à des échanges de territoires, ça, Hum, il y en a eu, il y en a eu tant et tant depuis même le plan de paix de Genève, il y a bien longtemps, etc., hein. Ils n'étaient pas au Donc, pouvoir. ah, il n'était pas au pouvoir, mais ceux qui font les plans de paix aussi aujourd'hui ne sont pas au pouvoir non plus. Donc, Mais c'est ceux qui sont au pouvoir sont absolument contre ça. Hum. Donc, la question concrète qui se pose, parce que moi je veux bien qu'on échafaude des plans, je les partage tellement et je les espère, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire rendre gorge, si j'ose dire, à ce gouvernement et à cette... alors, je conviens que la solution, elle n'est pas forcément ni française ni européenne, elle est essentiellement israélienne. Hum. Essentiellement israélienne. Et moi, je ne perds pas espoir, disons, dans le peuple israélien. Hein. Je ne perds pas espoir. On voit très bien que l'hostilité à Netanyahou est très forte. On évoquait tout à l'heure l'histoire du chef du Shin Bet qui est limogé. Enfin, tout fait Pas prêt, encore. qui n'est pas encore limogé, mais justement, il y a un débat avec Hum. la Cour suprême et je voyais un sondage qui disait que la population était pour que le gouvernement accepte de se soumettre à la Cour suprême, c'est-à-dire de suspendre la décision. Enfin, c'est presque, c'est pas anecdotique, mais en tout cas, tout est prétexte à mobilisation contre Netanyahou actuellement, tout. Et c'est aussi la question de la démocratie qui est en cause en Israël. Hein. C'est quand même pas une mince affaire. Mais aujourd'hui, tout est focalisé sur la question des otages, ce qui est tout à fait compréhensible de ce point de vue. Mais la question palestinienne est très peu posée dans les manifestations ou de façon assez marginale. Mais la question, pour moi, la solution, elle vient de ce qui peut se passer en Israël. Hum. Or, en Israël, à la fois, il y a la rue, qui est quand même très hostile à Netanyahou, même si je ne suis pas du tout certain que des élections ayant lieu aujourd'hui, il ne l'emporterait pas encore avec une majorité qui dépendrait de l'extrême droite. Mais enfin bon, en tout cas, la rue lui est quand même lui est globalement hostile, mais il n'y a pas d'alternative politique. Il n'y a pas d'alternative politique, c'est ça. La gauche s'est suicidée en 2000 au moment les accords qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs de Camp David, etc. Il y a eu la gauche s'est véritablement autodétruite et elle ne s'en est pas remise. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Quand on voit ce que disent les dirigeants du centre gauche, centre droit, enfin bon, que ce soit Lapide ou d'autres, ce sont que des. En fait, ils approuvent sur le fond. Ils critiquent beaucoup Netanyahou, ils ne l'aiment pas, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais personne n'aime Netanyahou en réalité. C'est Mais, faux. hein, oui, oui, Encore. oui, enfin bon, il y en a encore, mais enfin, c'est pas quand même un personnage extraordinairement populaire. Mais toujours est-il que. Tu as dit tout ils, son contraire. ils n'ont pas. Tu as dit Pardon. qu'il risque d'être élu et tu dis qu'il n'est pas populaire. Eh ben oui, mais justement, j'ai écrit un article qui dit exactement ça. C'est pas dire le contraire, c'est que c'est son grand paradoxe. C'est D'accord. que il n'est pas aimé, mais il peu lui chaud, puisque finalement, C'est le il seul. sait qu'à peu près, il peut être réélu, faute d'opposition, et si- faute d'alternative en face. Et donc, il est face à un désert d'opposants. C'est pour ça, c'est ça qui le sauve. Permets-moi de te rappeler quand même quelques faits historiques. Et si ça s'est fait dans le passé, pourquoi pas dans le futur? Le premier accord de paix entre Israël et un pays arabe s'est fait en 77 par un premier ministre de droite qui s'appelait Menachem Begin. Ouais. Celui qui a signé les accords les plus courageux, qui appelait à démanteler des colonies dans le cœur même des territoires palestiniens, a été M. Bibi Netanyahu. Celui qui a rencontré des dizaines de fois Yasser Arafat était M. Benjamin Netanyahu. M. Netanyahu est un opportuniste, pragmatiste politique. Aujourd'hui, Je ne crois pas ça du tout. Hein. aujourd'hui, Un idéologue de dernière ouais, espèce. le Premier ministre Netanyahu avait déclaré quand il a été élu il y a 10 ans qu'il était pour la solution des deux États. Aujourd'hui, il est pris en otage par les extrémistes juifs de Ben Gvir et de Smotrich. S'il y avait une autre coalition, peut-être qu'il se comporterait différemment. Mais le plus grand problème de Netanyahu aujourd'hui, c'est ses affaires juridiques. Il est très angoissé de la possibilité de se retrouver en prison. Donc je crois que c'est ça
qui aujourd'hui fait agir Netanyahou. Je vous dis, des leaders politiques israéliens qui n'ont jamais parlé de deux États, quand ils arrivent, ceux qu'on voit d'ici, on ne voit pas de là, quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent pragmatiques. Ariel Sharon l'est devenu, Rabin l'est devenu. Eux non plus n'avaient pas préconisé la solution des deux États. Ils l'ont préconisé quand ils sont devenus Premier ministre. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que Israéliens et Palestiniens ne sont pas capables de revenir à la table des négociations après cette catastrophe qui les a frappés depuis le 7 octobre. C'est pour ça que la communauté internationale, et surtout l'Europe, les Américains de Donald Trump ne sont pas acceptés par le monde arabe, ne sont pas acceptés par les Palestiniens pour une solution qui soit logique et raisonnable. Par contre, la France l'est. Par contre, l'Europe l'est. Si aujourd'hui, il faut que la France, l'Europe et des pays arabes disent aux Israéliens et aux Palestiniens, basta, vous nous créez des problèmes ici chez nous. Il y a une recrudescence de l'antisémitisme, il y a des manifestations quotidiennes contre Israël. La communauté juive se sent très mal à l'aise et en danger. Donc c'est des problèmes de politique intérieure en France aussi. On a vu les musulmans contre les juifs contre les musulmans. C'est aberrant. On peut être à la fois pro-israélien et pro-palestinien. On n'est pas obligé de choisir un camp. Notre camp à nous, c'est le camp de l'Europe, c'est le camp de la paix. Et dans ce sens-là, nous avons les leviers en Europe pour dire aux Israéliens et aux Palestiniens, basta. Nous, on va continuer à vous payer les Palestiniens pour créer un État viable. Nous, on va aujourd'hui mettre la main dans la poche pour reconstruire Gaza. Nous, on va continuer à permettre à Israël de rentrer dans le marché européen, de jouir des projets de recherche et de développement, mais à condition que vous arriviez à des accords raisonnables. Et je pense que c'est possible. Je crois que c'est très difficile vu la configuration politique actuelle avec le Hamas d'un côté, mais avec Netanyahou de l'autre. Ils vont changer. Il n'y a d'ailleurs pas d'équilibre entre les deux parce que la puissance de communication et la puissance diplomatique, elle est à peu près égale à la puissance militaire. C'est évidemment Israël qui a quand même. Je crois que c'est le Hamas qui a gagné cette bataille. Oui. Regardez l'image d'Israël dans le monde, elle n'est pas terrible en ce moment. Ça c'est vrai, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, et ça, c'est quand même les faits. C'est pas le 7 octobre, on est d'accord. Hein, c'est un acte terroriste épouvantable, etc., éminemment condamnable à tout point de vue. Mais ce n'est ni le Hamas qui a inventé le conflit. Il était groupusculaire en 87. Moi, je me souviens, j'allais faire des reportages là-bas à l'époque. C'était un groupuscule. Non, le conflit a été créé par les colons français et britanniques. Oui, d'accord. Les accords de Sykes-Picot. Oui, mais puis par les croisades. Oui, exactement. On peut aller très loin. On va rester dans le débat. Mais grosso modo, c'est quand même pas le Hamas qui a inventé le conflit. Il existait avant. Et il s'est nourri. C'est pas le 7. Il s'est nourri du conflit. C'est pas le 7, bien sûr, mais il a été nourri aussi par Netanyahou. Mais le 7 octobre, et pas seulement le conflit, mais le Hamas a été nourri par Netanyahou. Le 7 octobre non plus n'a pas inventé le conflit. Hein. Vous dites s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, etc. Mais il n'y avait rien avant le 7 octobre. Quelle solution de paix était sur la table? Aucune. Donc c'est ça aussi qui a fait la popularité du Hamas parmi les Palestiniens. C'est ça, c'est qu'il y avait une impasse totale. Les gens voyaient pendant les accords d'Oslo, on a continué de coloniser de façon absolument terrible. Les gens ont vu leurs maisons détruites, les champs retournés. Vous voyez ce film extraordinaire qui s'appelle Northern qui montre vraiment concrètement comment les colons... Denis, mon ami, je passe beaucoup de temps là-bas. Avec je rencontre aujourd'hui, j'ai passé 2 heures au téléphone avec des amis de Gaza. Donc je connais la réalité. Et je sais ce que les colons et les extrémistes israéliens font subir aux Palestiniens. Et ça ne peut être que condamnable. Donc on peut pas dire. Donc on peut pas dire que c'est le 7 octobre qui est la cause de tout. C'est un moment. Pas ni l'un ni l'autre. Un moment épouvantable. Mais c'est un déclencheur. Il n'y a jamais. Si, je vais vous dire pourquoi, Denis. Non. Je vous laisse terminer. C'est pas le déclencheur. On a le temps. Le déclencheur, c'est qu'avant le 7 octobre, il n'y avait aucune solution politique sur la table. Il n'y avait aucune
aucune issue, c'était une impasse. Et le Hamas se nourrit en permanence de cette impasse, des échecs, et c'est ça qui est terrible. On ne peut pas dire que le 7 octobre a ni provoqué, ni déclenché, on peut employer le mot qu'on veut, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et si on pense que tout allait bien avant le 7 octobre, parce que je sais bien aussi, moi, j'ai aussi quelques parentés de ce côté-là, je sais bien que la psychologie des Israéliens, et même d'une partie de la communauté juive de France, c'est que le 7 octobre a été une sorte de surgissement incompréhensible, irrationnel. Eh ben non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a été épouvantable, mais on n'est pas dans l'irrationnel. Il y avait un blocage total, il y avait le blocus à Gaza, il y avait la colonisation terrible en Cisjordanie, et les gens se sentaient dans un désespoir total. Et c'est le désespoir qui nourrit le Hamas. Messieurs, je prends acte de votre désaccord sur ce point-là. Il y a Morgane Donkeger, salut Morgane, qui nous a rejoint, qui a posé une question il y a quelques minutes et qui nous invite à un peu de pédagogie, mais vous saurez mieux le faire que moi. Morgane qui nous dit quelque chose que je comprends mal, c'est qui gère quoi dans les territoires palestiniens? Le Hamas à Gaza, certes, mais pour la Cisjordanie, qui gère actuellement? Est-ce que c'est le Fatah, le Hamas, l'autorité palestinienne? Je vais vous dire, c'est très simple. Tout d'abord, même à Gaza, le Hamas ne gère plus rien. Il continue à provoquer Israël pour pouvoir justement qu'Israël riposte, qu'il y ait plus de morts et de dommages du côté palestinien pour que l'image d'Israël soit détériorée dans le monde. Donc au niveau médiatique, c'est très cynique, c'est très machiavélique, mais le Hamas sait très bien, quand il envoie encore avant-hier des missiles contre Israël, qui heureusement ne font pas de dégâts comme les précédents, ce pas les mêmes missiles que le Hezbollah ou que les Houthis au Yémen, mais il sait très bien que la réponse israélienne va être très dure. Donc il la cherche, il la veut, il veut provoquer les Israéliens, et il n'en a rien à foutre qu'il y ait encore quelques milliers de morts du côté palestinien. C'est loin d'être des enfants de cœur. Donc ils ne gèrent aujourd'hui plus rien. Ils essayent par la force de gérer l'aide humanitaire qui malheureusement depuis 2 semaines ne rentre plus, ce qui est catastrophique et inacceptable. Mais le Hamas ne gère plus rien, et je peux vous garantir que le Hamas dans l'avenir ne gérera plus rien. Quant à la popularité du Hamas, moi j'ai des doutes. Je sais qu'il y a des sondages qui ont été faits à Gaza il n'y a pas longtemps. Il y a des manifestations, enfin, contre le Hamas ouvertement ces derniers temps, et il faut les encourager. Donc le Hamas, à mon avis, il est dans le déclin. Parce que les Palestiniens ont compris qu'il a provoqué une catastrophe chez eux. Maintenant, pour ceux qui gèrent la Cisjordanie, l'autorité palestinienne gère tant bien que mal. Elle a été affaiblie, ce qui est inacceptable. Elle l'est encore tous les jours. Heureusement que nous l'aidons, parce que sinon, il n'y aurait plus d'autorité palestinienne. Elle continue à gérer tant bien que mal les problèmes civils des Palestiniens dans les territoires occupés. Les accords d'Oslo ont divisé ces territoires en 3. La zone A est complètement, c'est celle des grandes villes palestiniennes. C'est Naplouse, c'est Hébron, c'est Tulkarem, c'est Ramallah, sont gérés totalement, sécuritairement et civilement par l'autorité palestinienne. La zone B, c'est un mélange entre les deux. Les Palestiniens gèrent le civil, toutes les questions de gestion civile, et les Israéliens continuent à garantir la sécurité. Et la zone C, elle est encore gérée par l'armée israélienne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je reste optimiste, ces territoires-là n'ont jamais été reconnus comme étant des territoires israéliens. Tous ces colons qui vivent là-bas ne sont pas reconnus comme vivant dans des territoires israéliens. Le seul territoire qui a été annexé, c'est Jérusalem-Est, avec 400 000 Palestiniens. Donc Israël même, à ce jour, n'a pas, et heureusement, n'a pas décidé que ce sont des territoires qu'elle veut annexer. Je veux dire quand même quelque chose sur la démocratie israélienne. Moi, je trouve que c'est remarquable que bien avant la guerre du 7 octobre, il y ait 200, 300 000 Israéliens qui, d'une façon régulière, descendent dans les rues sur une population de moins de 10 millions. Ça peut être l'expression aussi d'une démocratie qui est un petit peu grippée. Il y a des gens qui descendent. C'est une démocratie qui inquiète. Il y a des mouvements. Je vais vous donner encore un exemple de hier. Hier, 100 pilotes israéliens. Et la guerre israélienne, vous savez très bien, sans les pilotes, il n'y aurait pas eu les dégâts qu'on a vus à Gaza, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé au Liban, il n'y aurait pas eu les attaques sur l'Iran, et il n'y aurait pas eu les attaques sur les Houthis au Yémen. Donc l'aviation israélienne est une pièce maîtresse pour l'armée israélienne. 100 pilotes israéliens, hier,
ont signé une pétition disant la guerre doit s'arrêter parce que c'est pas elle qui va et libérer les otages et que et aujourd'hui ceux qui l'amènent pour des raisons politiques et pas sécuritaires et qu'ils sont contre parce que la démocratie israélienne est en danger le limogeage du patron du service de renseignement et de la conseillère juridique du gouvernement israélien. Donc il y a une volonté de préserver la démocratie israélienne et une volonté d'arrêter la guerre. Pas des gens qui ne sont pas considérés comme étant une gauche extrémiste ou des pacifistes ou des idéalistes, mais des gens qui ont fait l'armée, qui la font depuis 1 an, qui payent le prix de cette guerre. Et je voudrais dire quelque chose sur le prix de cette guerre. Elle coûte aux contribuables israéliens 200 millions de shekels par jour. Cette guerre a coûté déjà plus que 60 milliards de shekels aux contribuables israéliens. Il ne va pas pouvoir tenir très longtemps comme ça. Oui, tout à l'heure, je disais que je n'étais pas d'accord avec l'idée selon laquelle Netanyahou serait un pragmatique. Je pense que c'est un idéologue de la dernière espèce. Oui, C'est un idéologue intelligent, c'est-à-dire qu'il s'est composé parfois avec des situations. Idéologue et pragmatique par ailleurs. Voilà, oui, mais il est essentiellement idéologue pour une bonne raison, c'est qu'il est vraiment l'héritier de la droite qu'on appelait révisionniste, c'était de la droite sioniste. Hein. De son père. De son père. C'est un héritier de Jabotinsky, si on veut refaire l'histoire du sionisme. Mais Begin l'était aussi. Oui, et donc Begin l'était aussi, bien sûr. Mais, et Sharon l'était aussi. Oui, mais Sharon, et Olmert l'était aussi. Oui, mais il y a des gens qui rompent avec ça. Et je pense que Sharon, il était peut-être sur le point de rompre, parce que De Gaulle n'était pas non plus pour une Algérie indépendante, et il a su rompre à un moment donné. Exactement. Bon, peut-être que Sharon aurait pu aller plus loin dans cette voie. Je peux vous citer des gens du Likoud, du parti de Netanyahou, qui ont rompu avec cette idéologie. Oui. C'est possible, mais pas Netanyahou. Ronnie Milo, et Dan Meridor, et Ehud Olmert, et Sharon. Mais ce qui m'exaspère beaucoup, c'est que quand on dit, alors le mot otage est un mot qu'on a du mal à employer pour l'instant, mais qu'il est l'otage de l'extrême droite de Ben Gvir, non. S'il veut rester au pouvoir, il a besoin de... Oui, bien sûr qu'il dépend d'eux, mais il est tout à fait d'accord avec eux. C'est qu'il y a une perspective politique historique qui est celle de l'annexion. Alors bien sûr, l'annexion n'a pas eu lieu encore, il y a des résistances, et des résistances internationales en particulier. Mais on voit bien que le projet est un projet d'annexion de la Cisjordanie par le gouvernement actuel. Donc c'est ça la question. Tu sais les conséquences pour Israël si elle a faisait cette annexion. Tu crois que le monde arabe restera neutre? Tu crois que la communauté internationale restera neutre? Tu crois qu'on acceptera qu'il y ait vraiment une apartheid? Parce que on l'acceptera peut-être. On n'acceptera pas, mais on fera rien. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. C'est la même chose. Non, ce qui va se passer, qui posera un problème à Israël en cas d'annexion, mais le propre des idéologues, c'est qu'ils ne se posent pas ces questions-là. Est-ce que moi, en tant que juif, est-ce que moi, en tant que juif, je peux accepter qu'on annexe et qu'on impose l'apartheid? C'est impossible. On ne va pas demander ton avis. Je crois que oui. Et donc, si l'annexion a lieu, la limite de l'annexion, c'est l'effet boomerang le gouvernement a déjà prévu ça, parce que la loi de juillet 2018 qui retire le mot démocratie de la définition même de la nation israélienne, et puis de la nation du peuple juif, c'est-à-dire qu'on biffe d'un trait les 20% d'Arabes, et puis a fortiori ceux qui sont en Cisjordanie. Tout ça est organisé en vue d'une annexion qui, pour l'instant, n'a pas pu avoir lieu. Mais elle ne peut pas avoir lieu de l'histoire. Elle ne peut pas avoir lieu. Bon, alors, on n'en sait rien. Ça. Moi, je pense que ça peut avoir lieu, surtout avec Trump, et c'est l'un des risques d'aujourd'hui. Et effectivement... Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé entre Trump et Netanyahou il y a 2 jours? Justement, oui, mais on va en parler. J'ai bien suivi ce qui est... Mais je ne vois pas en quoi ça... C'est pas Trump qui va empêcher l'annexion de la Cisjordanie. Il y a un désaccord sur l'Iran, on peut en parler, mais l'annexion est tout à fait plausible et pour une bonne raison, c'est que c'est une trajectoire logique, disons, de l'idéologie de l'extrême droite sioniste à laquelle appartient Netanyahou et dont il est l'héritier. Non, il nous reste 18 minutes. Moi, je ne partage pas cet avis. On peut peut-être aborder donc la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Et ensuite, peut-être parler effectivement un peu de l'Iran. Voilà. Tout le monde dit Donald Trump, c'est le plus grand ami d'Israël.
Et c'est vrai qu'en Israël, il a une cote de popularité exceptionnelle. Même aux États-Unis, il n'a pas la même cote de popularité. Tout le monde a dit il va être toujours avec nous, il va toujours faire ce que Netanyahou veut qu'il fasse. C'est Netanyahou qui le gère et pas le contraire. On a vu. On n'est pas sûr, Oui, oui, non, c'est ce qui a quand été même, non? dit. On a vu, quand M. Donald Trump a décidé de taxer tout le monde, il a mis Israël dans la liste. 17% de taxes. Netanyahou, qui était en voyage à l'étranger, en Hongrie, avec, chez un autre démocrate. C'est Viktor Orban. Tous ses amis maintenant Ce qui sont fait des, quand même de lui un idéologue d'extrême de droite. l'extrême. Mais je crois Denis. que chez Netanyahou, non, vous savez quoi? Si ça avait été un idéologue Si je puis me permettre. non, non, si ça avait été un êtes idéologue taquin. d'extrême droite, j'aurais peut-être un certain respect. Mais c'est pas un idéologue d'extrême, c'est un pragmatiste, c'est un opportuniste. Demain, tu lui dis, tu restes au pouvoir, mais tu fais une coalition avec le Parti communiste, je te dis qu'il va la faire. Mais Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire en 2022. Il aurait pu le faire. Il a choisi l'extrême droite. C'est pas un hasard. Non, 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 c'est pas un hasard, bien sûr, s'il a le choix entre les deux. Mais je vais revenir à Donald Trump. Avant-hier, il se trouve en Hongrie, il apprend qu'Israël va être taxé de 17%, il prend l'avion, au lieu de rentrer à Tel Aviv, il va directement à Washington, son ami Donald Trump vient, lui dit viens, on va discuter. Il arrive, et il le fait comme d'habitude maintenant, Donald Trump le fait maintenant avec des journalistes autour de lui, c'est pas très discret comme négociation, et il lui dit deux choses. Un, toi aussi tu passes à la caisse, 17% je maintiens, tu ne m'embêtes pas avec ce soir. Et deux, à propos, je voulais te dire, tu sais qu'on négocie avec les Iraniens. Nous, on veut arriver à un accord diplomatique avec l'Iran. Donc, ton idée d'aller bombarder, oublie-la, parce qu'on ne sera pas avec toi si tu le fais maintenant. Si, elle a dit, si on n'aboutit pas, etc., etc. Et la troisième chose qu'on a découvert, c'est qu'à 3 reprises, ces dernières semaines, des représentants de Donald Trump ont rencontré directement des représentants du Hamas au Qatar pour parler de libération de citoyens américains. Donc les Israéliens n'étaient pas au courant. Donc Donald Trump, avec toute l'amitié qu'on lui croit pour Tel Aviv, quand il y a $1 trillion saoudiens qui est investi aux États-Unis, ça l'intéresse un peu plus que l'amitié de M. Netanyahou. Bon, moi, je ne parierais pas ni un shekel ni un dollar sur la constance de Donald Trump dans cette affaire. Mais le fait est que sur l'Iran, mais c'est du Donald Trump tout craché. Sur l'Iran, il a pris complètement à revers Netanyahou, qui restait quoi d'ailleurs Il était blême. Oui, 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 mais c'est Il ne vrai. comprenait pas d'où ça lui. C'est vrai. Il lui a fait du Zarinski. Mais humilier son hôte, c'est quand même la technique préférée de Trump. Ça n'augure pas forcément du fond de l'affaire. Ce qu'on remarque quand même, et qui est particulièrement grave dans cet entretien, c'est qu'il a été question essentiellement de l'Iran. Il a été question de l'objet même de la visite de Netanyahou, c'est-à-dire les 17% d'augmentation de tarifs douaniers auxquels le condamnait Trump. Il a été question de la Syrie parce qu'il y a une crainte. Il lui a dit je vais parler aux Turcs pour toi. Et une crainte israélienne selon laquelle la Turquie, qui est quand même C'est pour ça, en ce moment, Denis, très active. En ce moment, Denis, il y a des négociations entre Israël et les Turcs. Ouais, alors oui, sur la bien Syrie. sûr. Mais c'est intéressant. Mais ces trois thèmes, il y en a un quatrième qui n'est pas apparu ou qui a été évoqué peut-être de façon tout à fait, j'allais dire symbolique, mais c'est Gaza. Donc il s'est rien. Une fois de plus, cette question, ce qui donne. Bien sûr, Trump n'a pas Même relancé. sur Gaza, il a dit quelque chose d'intéressant. Bien sûr, Trump n'a pas relancé son idée farfelue, mais j'ai toujours peur que le farfelu devienne en réalité avec Trump sur la Riviera et l'expulsion massive. Non, c'est pas tout à fait exact, Denis. Non, mais attends, l'expulsion massive des Gazaouis, mais en tout cas, il a rien été dit sur la trêve, sur les aides humanitaires. Si les États-Unis avaient voulu que les camions rentrent, les camions seraient rentrés. Or, rien n'est fait là-dessus. Donc, il a quand même encore les mains libres, Netanyahou. Il bombarde toujours. Il tue des centaines tous les jours, des dizaines en tout cas tous les jours. Hein. Et donc, voilà, ça c'est l'horreur absolue. Et personne n'entrave. Et là, effectivement, Macron est malheureusement impuissant par rapport à ça. Les États-Unis auraient le pouvoir d'arrêter ça. Ils ne l'utilisent pas. Moi, je voudrais rappeler deux choses qui sont passées ces 48 dernières heures. Alors que le président Macron se trouve en Égypte, qu'il fait venir le roi Abdallah de Jordanie pour parler justement de tous ces sujets qui nous concernent, il téléphone ensemble au président Donald Trump.
et ils le mettent au courant de ce qui se prépare, et il leur donne sa bénédiction. Même si son plan farfelu de Saint-Tropez de Gaza, quand la Ligue arabe, à l'initiative de l'Égypte, il y a quelques semaines, met un plan de reconstruction de Gaza, auquel j'ai ajouté mon propre plan que j'ai remis au président de la République, Donald Trump, sa réaction est de dire c'est négociable, pourquoi pas. Ils ont des idées qui ne sont pas mauvaises, on peut en parler. Donc je ne pense pas que son idée de prendre 2 millions de Palestiniens, moi je suis pour son idée de 2 millions de Palestiniens qui soient retirés de Gaza. Je serais ravi, et mes amis palestiniens seraient ravis de quitter Gaza, à condition qu'ils leur donnent le passeport américain. Pas le passeport égyptien Je crois pas ou qu'ils seraient ravis. jordanien. Hein. Le passeport américain, ils prennent. Je Non, sais non, pas si non. les- Je t'assure. je sais pas si tous les Palestiniens seraient ravis ravis de quitter De Gaza. prendre le passeport Mais il y américain, a oui. quelque chose Bon, qui c'est votre avis, au fait. Non, mais C'est pas, personne ne leur c'est pas un donnera. avis qui est partagé unanimement. Personne ne leur donnera un passeport. C'est de la Oui. boutade. Oui. Personne ne va leur Voilà, donner si un c'est une passeport boutade, ça va, américain. ouais. Mais s'ils Non, seraient il y a- ravis, il y a- moi je reçois des il y a demandes tous les il jours. y a quelque chose, malheureusement, qui est très actif dans cette situation, c'est la destruction de Gaza. Parce C'est terrible. qu'on a beaucoup parlé des morts, et on a eu raison, et des blessés, d'une génération Gaza est un d'enfants territoire vont qui est être mutilés. détruit, qui est miné. Terrible, terrible, Et terrible. donc, Le effectivement, nombre d'enfants orphelins, les gens qui peuvent partir, le nombre d'enfants amputés, oui, les gens qui d'un peuvent partir, bras, d'une jambe, ce sont des milliers. oui, les gens qui peuvent partir parce que c'est devenu absolument invivable. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui partent déjà. Déjà en Au Égypte. compte-gouttes, mais enfin qui arrivent en Égypte, etc. Et même Bon, ça coûte très quelques-uns. très cher. Voilà. Oui. Mais la volonté fondamentale et je dirais identitaire des Palestiniens, c'est de rester à Gaza. Et de toute façon, c'est leur terre, c'est leur terre. Sauf qu'ils ont, enfin, ils ont souvent été La aussi terre des de Gaza réfugiés. appartient à 70% à Oui. quelques grandes familles. Oui. La majorité Oui. des Bon, citoyens de Gaza. la plupart Oui, des mais je ne reporters, veux pas rentrer la là-dedans. les plupart gens des qui- reporters qui, Oui. en tout cas de Radio France, qui sont allés, qui ont pu interroger des Gazaouis, rapportent que quand même, ils aimeraient Les bien gens- retourner sur leur terre. Les gens veulent. Oui, Alors, mais je dis que leur terre ne leur appartient pas. oui, mais ça enfin, fait ils un y autre habitent. débat. Ils Ils y y habitent. habitent, ils y habitent. Moi, je Ils suis sont appartient nés, à puis- quelques je grandes suis familles. locataire et pas propriétaire Quelques de mon grandes appartement, familles, mais oui, c'est ça. si on me vire dans mon appartement, je suis pas content quand même, Bien sûr. même n'étant que locataire. Mais bon, toujours est-il que ça, j'ai bien peur que Trump ne fasse pas obstacle, n'arrête pas, disons, le massacre aujourd'hui. Hein. Mais le conflit se mène sur deux terrains, et je crois que finalement, c'est peut-être aussi un terrible effet d'optique. Hein. Le véritable enjeu pour le mouvement sioniste de droite qui est au pouvoir, c'est la Cisjordanie, et c'est un projet d'annexion, parce que Encore une fois, tu reviens et- sur quelque chose et- qui est absolument et- irréalisable. mais tu oui, sais, c'est c'est- irréalisable. On s'accordait sur le fait que vous n'étiez pas d'accord là-dessus. Ouais. Oui, non, mais ce qui me gêne dans la démarche de Denis, que j'apprécie beaucoup et que je respecte, c'est qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Moi, je n'ai pas encore entendu des propositions claires de ce qu'on devrait faire après cette terrible guerre. Tu Par les as, contre- tu l'as dit toi-même, j'ai dit que j'étais d'accord. Tu as rêvé tout à l'heure sur un plan de paix magnifique, des partages, etc. J'ai dit que j'acquiesçais totalement à ça. Simplement, je trouve ça totalement hors Donc, sol mais donc et tu décalé. proposes rien. Mais si, je Moi, propose... je propose quelque chose de concret. Oui, mais je Toi, tu propose- peux non, appeler non, ça des rêves pas ou de, l'idéalisme. pas de quelque chose Mais de attends, mais concret. je voudrais parler de quelque chose par rapport à Gaza. On peut souhaiter les rêves. on Ce n'est pas qui obligé se d'y- passe, ce qui se souscrire. passe à Gaza est une catastrophe inimaginable. C'est dans le pire de mes rêves, je n'aurais pas pensé que quelque chose comme C'est ça un cauchemar, donc. pouvait, de mes cauchemars, je n'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait s'abattre sur les Gazaouis. J'en pleure le soir. J'ai des amis à Gaza. Vous savez, je suis aussi juif et je suis aussi israélien. J'ai honte. Pas seulement j'ai honte, mais moi, je demande pardon à mes amis palestiniens, les innocents palestiniens, pas au Hamas et aux terroristes qui ont massacré des juifs et qui veulent en massacrer encore. Mais aux innocents palestiniens, je leur demande pardon en tant que juif et en tant qu'israélien. Ce qui se passe est inacceptable. Ce n'est pas seulement des centaines de milliers de blessés, des enfants qui sont amputés, des enfants qui sont orphelins. Ces enfants-là, si on ne leur donne pas un peu d'espoir, si on ne leur donne pas des perspectives d'avenir, ça va être de très grands terroristes. Ils vont vouloir se venger. Mais absolument. Maintenant, pour les perspectives d'avenir, permettez-moi de vous donner des chiffres. Les pays du Moyen-Orient, ces 2 dernières années, ont dépensé 200 milliards de dollars en armement. L'initiative égyptienne de la Ligue arabe, avec la Banque mondiale, chiffre à 53-54 milliards la reconstruction de Gaza. Moi, je le chiffrais, parce que j'ai un peu plus d'ambition pour Gaza, je le chiffrais à 70 milliards.
que ce soit 50, 70 ou 80, et ça sera à vie. Si on les met les 80 dans les 5, 6, 7 prochaines années, Gaza sera changé à vie contre les centaines de milliards d'appauvrissement des peuples de la région pour s'acheter des armes. C'est absolument aberrant, c'est absolument inacceptable. Il est temps maintenant aussi de nous mobiliser pour reconstruire Gaza, pour redonner espoir aux Gazaouis, et bien entendu pour la libération des otages, et bien entendu pour condamner les terroristes du Hamas. Alors, pour revenir à Macron, il y a quelque chose quand même d'important, on l'a dit tout à l'heure, c'est son soutien au plan de paix arabe. Je pense qu'il faut soutenir ce plan de paix arabe. Je rappelle quand même que ce plan de paix, il y a quoi dans ce plan de paix il était différent. Expliquer à ceux qui nous rejoignent il était un peu différent, mais il a déjà été balayé d'un revers de main par 2 fois dans l'histoire, en 2002, je crois, puis encore une autre fois. Et aujourd'hui, pour l'instant, il est rejeté complètement par Israël et par Trump également. Mais ce plan de paix, effectivement, son contenu, c'est d'abord c'est l'assurance que les Gazaouis resteront à Gaza. Donc ça, c'est la première chose. C'est la question de l'appartenance. Non, tu parles du plan de paix qui a été décidé Oui. de reconstruction de Gaza Oui. ou le plan de paix de l'Arabie Saoudite de 2002? Non, je parle de celui-ci. Ah, d'accord. Celui-ci, hein. Qui est un peu l'héritier lointain de celui qui a été rejeté en 2002. Mais donc, la création d'une administration qui serait civile, technocratique au point de départ, mais arabe et gazaoui, Bien sûr. et palestinienne, et avec l'idée que par la suite, l'autorité palestinienne prendrait le relais. Exactement. Mais la question, c'est que l'autorité palestinienne allait Kakoshim, je dis actuellement, autant que Mahmoud Abbas lui-même. Et ça aussi, on parle d'une autorité palestinienne renforcée. C'est une responsabilité renforcée, bien sûr. C'est aussi une responsabilité israélienne qui a joué le Hamas, qui a affaibli l'autorité palestinienne. Concernant affaibli l'autorité palestinienne. Et donc, la plupart des Mahmoud Abbas qui a toujours condamné le terrorisme. La plupart des jeunes Palestiniens qui sont susceptibles de prendre le relais, ils sont en prison aujourd'hui. Si on voulait vraiment permettre... Il faut libérer Marwan Barghouti. Il n'y a pas de doute. Il faudrait libérer Marwan Barghouti. Donc on voit Entre autres, que la situation est bloquée par le gouvernement israélien des deux bouts, des deux côtés. Donc, y compris dans la composition du paysage politique palestinien. Messieurs, je vois que l'heure tourne. Il y a une question dans le chat de Chache Caché. Chache Caché qui dit bonjour, sans donner mon avis. Bon, il a le droit de le donner, Chache Caché, son avis après tout. Jusqu'à quel point les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis influent sur cette décision précipitée de la France? Est-ce que c'est un cadeau indirect fait à l'Iran pour pousser l'Iran à négocier son arme nucléaire? Le président Macron a dit quelque chose d'intéressant hier. Vous savez, à cause de cette guerre, ou depuis cette guerre du 7 octobre, la carte du Moyen-Orient a été bouleversée. Le Liban a repris le contrôle de son pays. Il y a un président libanais, il y a un premier ministre libanais. L'armée libanaise se déploie dans le sud du Liban. La Syrie est tombée dans la main des gens qui sont contre l'Iran. Le Hezbollah est en train de lâcher les armes. La Syrie est en train d'être contrôlée par de nouvelles forces. J'espère qu'elles seront les bonnes pour le peuple syrien qui a vécu 500 000 morts et des millions de réfugiés. Et Israël et la Turquie négocient aussi pour voir quel avenir la Syrie. Et l'Iran n'est plus le même Iran. On a vu, Israël a montré que l'Iran était plus ou moins dénudé quand ils sont arrivés à rentrer à Téhéran et à exploser comme ils veulent. Donc la carte du Moyen-Orient est en train de changer. Dans ce sens-là, je pense et j'espère que les négociations entre les États-Unis et l'Iran vont aboutir. On sera peut-être à l'aube d'un Moyen-Orient qui permet d'avoir des perspectives optimistes sur l'avenir. Moi, je prie que l'Iran devienne un partenaire à part entière au Moyen-Orient. Denis? Bon, moi aussi, je prie, quoi qu'étant... Vous avez de jolis rêves, un horrible mécréant. Oui, j'ai de jolis prie rêves. quand même. Mais oui, alors, pour répondre tout à fait à la question de l'auditeur, il faut prier l'homme, l'humain. Je suis d'accord. Je ne crois pas que c'est de rapport entre Macron. Enfin là, il y a une concomitance. Un peu trop loin. C'est trop loin. Et puis c'est prêté alors pour le coup à Macron. Un machiavélisme. Un machiavélisme positif, si j'ose dire. Une vision. Une vision. Pas du tout. Mais je ne crois pas que ce soit le cas du tout. Il a assez à faire avec la question
palestinienne qui a sa spécificité. Donc je ne crois pas à cette rencontre, disons, historique entre la question iranienne et la déclaration de Macron. Messieurs, il est 17h, bientôt 58, c'est l'heure de nous quitter. Mais avant de nous quitter, peut-être le mot de la fin ou le mot de la suite. Vous avez droit à un long mot de la fin ou à un long mot de la suite. Allez, le mot de la fin et le mot de la suite. Moi, tout d'abord, je voudrais dire... Et vous avez le droit de me confier un quatrième rêve. Alors, je vais dire tout d'abord aux Juifs de France, je leur souhaite de bonnes fêtes de Pâques qui commencent avant-hier. J'espère que ce sera... Vous savez, les fêtes de Pâques symbolisent la liberté pour les Juifs. Et moi, je voudrais que ces fêtes de Pâques pour les Juifs symbolisent aussi la liberté pour les Palestiniens. Je ne peux pas, moi, demander la liberté pour moi sans la vouloir pour mon voisin. Donc je la veux pour les Palestiniens et c'est le souhait le plus fort que j'ai aujourd'hui, c'est que les Palestiniens retrouvent leur liberté, leur dignité, le progrès. Ça se fera par un État palestinien qu'ils méritent d'avoir et qu'Israël se sente en sécurité dans une région qui est un peu compliquée. Et c'est possible qu'Israël se sente en sécurité, que le monde arabe et musulman se réconcilie avec Israël et que le monde entier reconnaisse l'État palestinien. Merci, Ofer Bronstein. Denis Siffer, le mot de la fin ou le mot de la suite? Oui, c'est plutôt le mot de la suite. En l'occurrence, là, je conviens tout à fait de cette conclusion. Malheureusement, pour l'instant, y compris d'ailleurs dans la population française, chacun un peu est dans son couloir. Il y a une sorte de tribalisme qui est terrible. Et le grand mot qu'il faudrait, qui était le mot de Lévinas, c'est le mot de l'altérité. C'est le sentiment de l'autre. C'est la prise en considération de l'histoire de l'autre. On voit que c'est des histoires en parallèle qui ne se rencontrent plus. Chacun a sa catastrophe, a son histoire, qui n'est pas non plus d'ailleurs égale, mais tout le monde revient toujours à sa catastrophe historique et humaine. Et donc, tant qu'il n'y aura pas... Mais moi, je crois que les mentalités... Je ne crois pas au changement des mentalités. Je ne suis pas assez idéologue et idéaliste pour croire ça. Je crois que c'est quand même les conditions matérielles, politiques, des personnages qui peuvent parfois infléchir l'histoire, et il en manque terriblement. Il y a eu Rabin qui est peut-être qui était sur le point peut-être d'infléchir l'histoire, mais on sait le sort. Et en France, dans les communautés les unes et les autres, il n'y a pas ces personnages-là pour l'instant. Merci Denis Siffer, vous auriez dû faire de la radio, il est 18h. Vous aviez sur l'horloge, 18h, passé de 3 secondes. Merci messieurs pour vos lumières passionnées et passionnantes. Merci d'avoir joué le jeu des questions du chat. J'ai pas beaucoup parlé, je vous ai laissé parler et c'était passionnant de vous écouter. Chers amis dans le chat, on fait une courte pause de 5 minutes. On se retrouve à 18h05 tout pile. Reste avec nous, on va parler de Daesh, d'ultra-droite, de propagande, de comment Daesh recrute, comment l'ultra-droite aussi fait mouche aussi chez les jeunes notamment. 18h passé 30 secondes. Allez, on se retrouve à 5 minutes et 33 secondes. À tout de suite. Merci. Salut, rebonjour à vous dans le chat, salut à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci d'être restés, j'avais peur que vous filiez. Ça nous permettait de faire une pause pour aménager l'espace. Vous avez vu qu'on a un format avec 2 fois 2 invités, c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc ça supposait qu'on vous mette en pause pendant 5 minutes. On quitte Israël, on quitte la bande de Gaza, on va voir ce qui se passe du côté de Daesh, du groupe terroriste État islamique, dont on parle un peu moins en ce moment, mais pourtant qui continue de recruter ses ouailles, notamment en Occident. On en parle notamment parce que Daesh se rappelle à nous régulièrement dans l'actualité, en Syrie, en Irak, mais aussi en France, où par exemple, 3 hommes soupçonnés d'avoir projeté une action violente à explosifs ont été interpellés la semaine dernière dans le Nord et mis en examen dimanche dernier. Le suspect principal, âgé de 19 ans et inconnu des services de renseignement, avait rédigé un courrier d'allégeance à l'État islamique. Il est 18h passé de presque 10 minutes. On a le droit de dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Marc Hecker. Bonsoir, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Marc Hecker, vous êtes directeur adjoint de l'IFRI, vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Vous avez commis Daesh au Pays des Merveilles, aux éditions Spinel, Daesh au Pays des Merveilles, dont on va beaucoup parler ce soir. À vos côtés, en face de moi, Laurence Billner. Bonsoir, Laurence. Bonsoir Ludovic. Vous êtes consultante sur l'analyse des discours radicaux, vous êtes cofondatrice de JAWS Project qui observe les activités en ligne des groupes djihadistes. Vos travaux de recherche portent, il me semble, sur la dynamique de dissémination de la propagande ainsi que sur sa rhétorique. Est-ce que j'ai tout bon ? Tout bon. C'est super. Marc Hecker, Daesh au Pays des Merveilles, c'est un roman. C'est votre premier roman d'ailleurs, parce que vous avez écrit pas mal de trucs avant. C'est la première fois que vous écrivez un roman. C'est un roman qui emprunte au vrai. Alors là, j'ai plein de questions un peu de journalistes. Vous vous êtes inspiré de qui et de quoi ? Pourquoi ce titre ? Et puis pourquoi ce livre ?
Alors merci d'abord de l'invitation et puis merci à tous les Twitchers, je ne sais pas si c'est comme ça Les qu'on dit, viewers, les les Twitchers, comme vous viewers voulez. qui sont Ils présents sont tous ce sympas. soir. Ah ben, j'espère. Alors pourquoi ce livre? Effectivement, c'est un mélange de fiction, non-fiction, ce qui est assez inhabituel pour un chercheur. Comme vous l'avez dit, j'avais publié avant des recherches, ce qui est beaucoup plus naturel pour un chercheur. Donc pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la fiction permet vraiment de faire des scénarios, d'imaginer des hypothèses et de les creuser. En l'occurrence, on va en parler, mais enfin, je développe une hypothèse qui avait été évoquée par le directeur général de la sécurité intérieure, le DGSI, lors d'une audition en 2016, et son hypothèse ne s'était pas réalisée. Donc j'essaye de voir ce qui aurait pu se passer si c'était arrivé. Ensuite, ça permet la fiction de rentrer dans la tête des personnages, parce que ça, c'est un grand problème des chercheurs. On ne peut pas être sûr des intentions des personnages, enfin des personnalités dans la réalité. Et là, en termes de fiction, on peut rentrer dans la tête. Un jour, un gardien de prison m'avait dit on ne peut pas perquisitionner un cerveau, ce qui est très juste. C'était un gardien qui travaillait dans une unité dédiée à la radicalisation. Et toute la question était de savoir si les individus étaient en voie de désengagement ou pas. Et voilà, les personnels pouvaient faire des hypothèses, émettre des probabilités, mais ils n'étaient pas sûrs. Là, dans la fiction, on peut rentrer dans la tête des personnages, on peut perquisitionner le cerveau. Et puis, l'autre raison, c'est que quand on est chercheur, ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets, on accumule des anecdotes, mais on ne peut pas placer ça dans des publications académiques, ça n'a pas sa place. Dans la fiction, on peut le faire, et parfois, ce sont des anecdotes assez amusantes. Et alors, l'humour, en réalité, ça a sa place aussi sur un sujet aussi tragique. L'humour a pu être utilisé à des fins de prévention de la radicalisation. Il est souvent aussi utilisé par des victimes dans une logique de résilience. Donc ce n'est pas, à mon sens, déplacé d'avoir quelques touches d'humour, même sur un sujet tragique comme celui-là. Laurence, j'ai encore une question pour Marc, mais après c'est promis, c'est à vous. Marc, vous décrivez notamment, j'ai parcouru quand même un peu votre livre, vous décrivez notamment la maladresse avec laquelle le monde universitaire, médiatique, politique aussi s'empare de la question de la radicalisation, avec des raccourcis, des intérêts aussi des uns et des autres à s'emparer du sujet pour de bonnes ou mauvaises raisons, avec aussi des guerres de chapelle dont vous montrez, vous donnez à lire en tout cas qu'elles sont un peu vaines. On trouve là donc cet universitaire qui est très content de vendre son livre, un autre que les raccourcis n'embarrassent pas vraiment et qui aime marteler ses bons mots, ses formules choc sur les plateaux de télévision, maquillé à la truelle par les maquilleuses de France Cool. Pourquoi on a tant de mal à se saisir de cette problématique? Alors là, ce qu'il faut dire, c'est que Et la question vaut aussi pour vous, Laurence. l'histoire se situe de 2013 à 2017. Et c'est une période où, en fait, la société française dans son ensemble s'est retrouvée face à un phénomène qui était très largement sidérant et qui n'avait pas été suffisamment anticipé. Donc on a eu à ce moment-là énormément de choses qui se sont passées et qui n'étaient pas forcément maîtrisées, pas forcément contrôlées. Et le politique, qui cherchait des réponses, qui cherchait des solutions, a effectivement fait appel à des universitaires pour tenter d'avoir des explications scientifiques, mais en réalité, on est dans le domaine des sciences de l'homme, donc il n'y a pas de science exacte pour comprendre un phénomène de radicalisation. Et donc, il y a eu différentes hypothèses qui ont été développées par différents chercheurs, et ça a effectivement donné des guerres de chapelle. Maintenant, ce que j'essaye de montrer aussi, c'est que au-delà de ces guerres de chapelle, on a quand même réussi à avancer au fil des années et les politiques ont essayé de proposer des solutions. Alors elles n'ont pas toujours été efficaces, mais enfin la société s'est mise en branle et a avancé et le politique a essayé de faire son travail. Laurence, je vous vois acquiescer. Oui, oui, Marc a tout dit là-dessus, mais en fait, le sujet du roman, je n'ai pour l'instant lu que les premières pages. C'est vraiment une démarche intéressante parce que ça explore, enfin voilà, c'est une démarche exploratoire qui permet d'incarner un scénario, un peu un scénario du pire, un peu le scénario cauchemar qu'on aurait pu avoir. Alors ça se situe dans le passé, mais c'est ça peut aussi être un roman d'anticipation. Et le fait d'explorer ce scénario, ça permet de mieux s'en saisir, euh, de mieux l'analyser et notamment pour les politiques, de savoir voilà, qu'est-ce qui se passerait si jamais un tel développement avait lieu. Là, dans les temps qui viennent, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est beaucoup sur des dynamiques de radicalisation djihadiste, mais l'ultra-droite existe, elle se structure, elle se transnationalise, et elle est bien là, elle existe, même si elle fait moins parler d'elle, notamment en France. Elle fait parler d'elle dans d'autres pays, mais un peu moins en France, mais elle est là.
Ouais, vous auriez dû me faire ma transition, puisque donc on va beaucoup parler de Daesh, hein, mais on va aussi, vous parlez aussi beaucoup de l'ultra-droite dans votre livre. C'est Daesh qui pousse l'État à surréagir, hein, pour affaiblir en quelque sorte la démocratie. Et toujours dans votre livre, que cela entraîne une surréaction de groupes d'ultra-droite, avec en su la présence affirmée de la mouvance accélérationniste, celle qui va pousser à la guerre civile. C'est quoi la mouvance accélérationniste? Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, parce que on a beaucoup discuté là en quelques minutes du livre, mais il faut expliquer ce qui s'y passe quand même. Et il faut notamment parler de cette audition du directeur général de la sécurité intérieure qui a vraiment eu lieu. Et là, il y a quasiment un verbatim de l'audition, même si évidemment je reprends pas le vrai nom du DGSI de l'époque. Et ce qu'a dit le DGSI en mai 2016 à l'Assemblée nationale, donc c'était la commission d'enquête parlementaire après les attentats de 2015, c'est que s'il y avait encore d'autres attentats, on aurait une grande confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman. Et il insiste sur le fait qu'il parle des musulmans et pas des djihadistes ou des islamistes. Et ça n'est pas arrivé alors qu'on a eu quand même beaucoup d'attentats djihadistes par la suite et des attentats importants. Quelques semaines après cette audition, on a eu un prêtre qui s'est fait égorger à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un peu plus tard, il y a eu l'attentat de Nice avec 86 victimes sur la promenade des Anglais. Donc on a vraiment eu des gros attentats très, très marquants. Et pourtant, cette grande confrontation n'a pas eu lieu. Donc on peut se demander pourquoi. A priori, il y a deux hypothèses qui sont avancées. Les optimistes disent que la société est plus résiliente qu'on ne pense. Les pessimistes, ou peut-être réalistes, expliquent que en fait, les services de renseignement étaient efficaces parce que des projets ont été déjoués. Et là, ce que j'essaye d'imaginer dans ce livre, c'est que se serait-il passé si des attentats d'ultra-droite avaient eu lieu. Un petit mot quand même pour préciser là, ce qu'a dit Laurence. Sur les attentats déjoués, on en a eu quand même une douzaine de l'ultra-droite depuis 2017. Certains étaient en réalité très peu avancés, mais d'autres l'étaient davantage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on est dans une période de procès. On a eu en septembre 2024 le procès des protagonistes du groupe Waffenkraft. Le leader a pris 18 ans de prison, donc c'était sérieux. Il avait des armes, il avait écrit un manifeste, il admirait le terroriste d'ultra-droite norvégien Anders Breivik. Bon, il a été arrêté à temps. Dans les prochaines semaines, prochains mois, on aura d'autres procès, notamment du groupe Action des forces opérationnelles qui planifiait des massacres de masse contre des musulmans. Donc on voit que cette menace, elle est présente, mais jusqu'à présent, elle a été déjouée et contenue. Laurence, c'est ce que vous constatez sur les réseaux, peut-être, cette montée des discours d'ultra-droite? En fait, ce qui est très intéressant dans la démarche de Marc, c'est que il y a entre l'ultra-droite et les djihadistes, il y a des Beaucoup de résonances. similarités, oui. En fait, il y a des résonances à la fois en termes de vision du monde, de grief, de mode opératoire. Et chaque mouvance se nourrit des actions de l'autre mouvance. Voilà, il y a des résonances en termes de recherche de la pureté, d'une grandeur perdue, d'un âge d'or perdu. Donc, l'âge d'or de l'islam pour les djihadistes, et l'Europe blanche et chrétienne Il y a presque pour. un univers merveilleux au sens littéral du terme, hein. Voilà, c'est un univers en fait de recherche de pureté, c'est-à-dire enfin de pureté entre guillemets, que les deux sphères recherchent. Il y a l'idée également enfin il y a plein de résonances, mais il y a notamment l'idée de la martyrologie. Dans la sphère djihadiste, vous avez la caravane des martyrs, qui est une sorte on va dire de trombinoscope des personnes des kamikazes. Dans la sphère d'ultra-droite, en miroir de ça, vous avez le calendrier des saints, qui sont des chaînes Telegram qui envoient à chaque date anniversaire de grands attentats d'ultra-droite une fiche sur les auteurs de ces attentats. Voilà, Il faut peut-être juste préciser, calendrier des saints, ils sont vraiment représentés comme des saints. c'est Donc ça. vous avez Ils sont Anders canonisés. Breivik avec son auréole et l'auteur, il y avait eu un massacre, je ne sais pas si vous en souvenez, dans une mosquée à Christchurch par un Australien, lui aussi représenté avec son auréole. Donc ils sont vraiment canonisés en quelque sorte par ces mouvances d'ultra-droite. Exactement. Et plus encore, il y a une sorte de, comment dire, enfin, il y a une admiration mutuelle des uns pour les autres. Pour l'instant, c'est surtout de l'ultra-droite pour la sphère djihadiste, parce qu'il y a eu plus d'attentats djihadistes, mais quelque part une admiration pour ces djihadistes qui sont capables de mourir pour leur cause. Donc voilà, il y a un haut statut de ces djihadistes. Et encore au-delà de ça, on a déjà vu des situations de coopération contre nature,
où des personnes d'ultra-droite voulaient coopérer avec des djihadistes. Anders Breivik, on en parlait il y a quelques minutes, lui, il considérait que l'ennemi, le plus grand ennemi, c'était l'ennemi proche, c'était la gauche, et il était prêt à coopérer avec Al-Qaïda pour taper l'ennemi proche. On a vu quelques années plus tard aux États-Unis une situation intéressante où on avait un militaire américain qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Order of Nine Angles, donc c'est ultra-droite dans la mouvance sataniste. C'était donc un militaire qui a cru donner à Al-Qaïda des informations sur son unité pour qu'Al-Qaïda tape son unité, pour qu'il y ait des représailles et qu'il y ait un engrenage de violence et accélérer la guerre ethnique, la guerre raciale, etc. Donc voilà, parfois, vraiment, il y a une sorte de symbiose et une sphère alimente l'autre et elles vont chercher dans l'autre sphère. Et c'est même aussi au niveau des codes de publication. C'est-à-dire que on voit des références dans la sphère ultra-droite qui vont piocher des références iconographiques dans la sphère djihadiste. Et maintenant, l'inverse est également vrai. On va pas vous laisser la parole, Ludovic. Mais moi, souvent, je ne parle quasiment pas. Hein. Moi, je vous pose 2 questions, je vous lance et vous parlez souvent. Il faut qu'on réponde J'ai à plein de votre questions à question. vous poser si vous n'avez, Faut- s'il non, non, y a faut un qu'on- blanc. faut qu'on réponde à votre question sur l'accélérationnisme, mais juste je voulais mentionner aussi qu'il y a un autre On a procès 1 heure. en ce moment d'un attentat qui a eu lieu à Lyon, dont on se souvient assez peu en 2019 parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des blessés assez sérieux. Et là, ça rentre dans cette logique exposée par Laurence, parce que en l'occurrence, c'est un attentat djihadiste. Mais ce qu'explique l'auteur, c'est qu'il a fait son attentat juste avant les élections européennes et que son objectif était de faire monter l'extrême droite. Parce qu'en fait, en accroissant la polarisation de la société, il pensait que ça allait aider au final la mouvance djihadiste à recruter davantage. Donc il y a vraiment effectivement ce jeu de miroir qui existe et qui en un sens est effectivement inquiétant. Maintenant pour l'accélérationnisme. L'accélérationnisme, c'est une des mouvances de l'ultra-droite. Et l'idée de cette mouvance, c'est que un grand remplacement est en cours. Et pour éviter que ce grand remplacement n'aboutisse et qu'il y ait une victoire des musulmans, pour le dire vite, eh bien, il faut déclencher une guerre civile tant qu'il y a un avantage démographique pour les blancs chrétiens, pour le dire encore une fois, assez vite. Et leur idée, c'est que il va y avoir, à l'issue de cette guerre civile, deux options, hein, soit la victoire, soit la défaite, mais s'ils sont plus nombreux, ils ont plus de chances de gagner. Et en revanche, s'il n'y a pas de guerre civile, l'issue, ce sera la soumission. Et donc il y a aussi ce terme de soumission qui revient. Et c'est une mouvance qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, mais ensuite on en a eu des échos en Europe et notamment en France. Hein. Il y a des livres qui étonnamment sont disponibles dans des librairies. Alors c'est pas n'importe quelle librairie évidemment qui vend ça, mais enfin il y a des librairies d'extrême droite qui existent. Et ce qu'on peut y lire est franchement inquiétant aussi. Des livres qui sont autorisés, donc. J'ai jamais eu la réponse véritablement. Ils sont a Est-ce qu'il priori y a un ISBN derrière a priori ils sont autorisés. Il y a des maisons d'édition, mais ça m'est arrivé de poser la question et la réponse était gênée aux autorités parce que effectivement on est à la frontière de l'incitation au terrorisme. Maintenant, on sait ce qui se passe quand on interdit un livre. En général, ça lui donne beaucoup plus d'écho, surtout sur les réseaux, sur Internet, et donc ça peut être totalement contre-productif. Donc c'est un peu ambivalent. Mais en tout cas, cette littérature existe, et il semblerait qu'il y ait des centaines de personnes, peut-être plus, qui soient prêts à vraiment passer à l'acte. Ouais. Non, juste un mot sur l'effet miroir aussi de l'accélérationnisme, enfin pas l'effet miroir, mais l'existence d'une forme d'accélérationnisme entre guillemets dans la mouvance djihadiste également, c'est qu'en fait il y a tout un imaginaire eschatologique dans Eschatologique, l'idéologie. il va falloir que Donc vous expliquiez à ceux qui nous regardent. eschatologique, donc c'est vraiment un imaginaire autour de la bataille de la fin des temps qui aurait lieu à Dabiq, qui est une ville en Syrie. D'ailleurs, l'État islamique avait un magazine qui s'appelait Dabiq. Et donc cette bataille de la fin des temps, c'est grosso modo une bataille civilisationnelle entre une armée musulmane et une armée byzantine chrétienne, qui est en fait la métaphore de l'Occident chrétien. Et l'État islamique
dynamique en fait a voulu aussi hâter cette bataille finale qui rentre donc dans ce programme eschatologique avant la venue du Rédempteur, etc. Et voilà, donc il y a vraiment cette dynamique de combat final également. Alors, c'est pas exactement la même chose que l'accélérationnisme, mais il y a quand même un petit effet miroir entre les deux. Une question dans le chat de Yapouka. On va faire des allers-retours, hein, notamment avec le chat. Salut Yapouka, merci de nous rejoindre ou de rester avec nous et de nous faire confiance en tout cas. Est-ce que la poussée du Rassemblement national en France, et en tout cas du climat de racisme ambiant, on n'a pas dit que le Rassemblement national était raciste, en tout cas il y a peut-être un climat de racisme ambiant en France, que peut subir une partie de la population, peut jouer sur la radicalisation des jeunes? Moi, l'hypothèse que j'aimais dans le livre, c'est que les attentats de 2015, 16, enfin, toute cette période, a contribué à faire monter l'extrême droite. C'est une des raisons, c'est évidemment pas la seule. Il y a d'autres raisons liées à l'immigration, à la criminalité. Il y a des raisons économiques également, mais c'est une des raisons. Et effectivement, après, il y a une forme de cercle qui se forme, et quand des expressions sont utilisées soit par des leaders du Rassemblement national, soit par des sympathisants, soit par des candidats aux législatives qui n'ont pas vraiment été sélectionnés comme il fallait et qui dérapent complètement, ça renforce l'idée qu'il y a des communautés stigmatisées dans le pays. Et ça, c'est toute la rhétorique justement des organisations djihadistes. Donc ça donne de l'eau au moulin. Mais là, il faut aussi bien distinguer quand même extrême droite et ultra droite, parce qu'on ne parle pas exactement des mêmes Très bien de le nuances, c'est des mêmes préciser, choses. oui. Là, Rassemblement national, c'est l'extrême droite Un mouvement d'extrême politique droite qui s'inscrit dans un qui cadre fait partie républicain, du- qui se présente du champ aux républicain. élections. L'ultra droite, on parle de personnes qui sont violentes, qui souvent sont fichées. Pour le ministère de l'Intérieur, la mouvance ultra-droite, ce serait à peu près 3000 personnes. Sur ces 3000 personnes, il y en aurait 1500 qui seraient susceptibles de recourir à la violence. Et sur les 1500, probablement quelques dizaines, De peut-être passer à un peu l'acte. plus, qui pourraient recourir au terrorisme. Donc on est sur des choses différentes, même s'il peut exister des formes de continuum. En tout cas, ça se discute et ça s'analyse. Donc voilà, c'est un point important de différencier les deux. Mais justement, c'est une des hypothèses que je voulais tester dans le livre, c'est est-ce que des attentats d'ultra-droite pourraient en fait bénéficier politiquement à l'extrême droite? Parce qu'il y a un moment donné une référence qui est faite à Soumission, le livre de Michel Houellebecq, qui a été publié en 2015, et qui en fait développait un scénario qui n'était pas tellement éloigné. Mais lui, sa conclusion, c'est que la guerre civile en fait déboucherait sur la victoire d'un candidat islamiste qui deviendrait président, entre guillemets islamiste modéré. Et je pense que là, politiquement, il se trompe. La dynamique politique depuis 10 ans, depuis la parution de Soumission, elle est plus en faveur de l'extrême droite qu'en faveur de l'islamisme. L'islamisme progresse sans doute dans le pays, mais il n'a pas la même base populaire par définition, notamment pour des raisons démographiques, que l'extrême droite. Politiquement, on peut, pour 2027, on pourrait envisager, on va voir ce qui se passe, mais que l'extrême droite arrive au pouvoir, on n'en sait rien, mais c'est une hypothèse qui est probable, possible, enfin je ne sais pas quel est le bon terme. Évidemment, la probabilité est difficile à estimer précisément. En revanche, avoir un islamiste qui arriverait au pouvoir en 2027, ça semble Pour le coup, c'est hautement improbable. hautement improbable. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a un djihadiste français qui s'appelle Omar Homsan, qui est actuellement en Syrie, qui avait émis des propos plutôt favorables à Marine Le Pen, parce que, quelque part, en stigmatisant, potentiellement, si l'extrême droite stigmatisait les musulmans, ça allait nourrir les rangs du camp adverse. Et finalement, dans son imaginaire à lui, c'est chacun chez soi. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un modèle Daesh en matière de communication stratégique? Marc, vous évoquez la stratégie des milles en taille. Des milles en taille. Qu'est-ce que sont les milles en taille? Oui, des 1000 en taille. On dit 1000 en taille, hein. Là, pour les Twitchers, 1000 est invariable, il n'y a pas de S. À la radio, c'est les liaisons ouais. formales à propos. Qu'est-ce que c'est que la stratégie des 1000 en taille? Alors, c'est pas forcément de la communication pour le coup, mais il faudra qu'on parle de communication parce que c'est On important. va en On parler est sur beaucoup un après, média oui. et il faut toujours se souvenir que le terrorisme est aussi un phénomène médiatique. Et que parfois, notamment dans cette période 2014, 15, 16, 17, les médias ont offert une caisse de résonance sans doute démesurée aux groupes terroristes.
qu'est-ce que c'est que la stratégie des mille entailles? En fait, ça part d'un constat. Le constat, c'est que les gros attentats très sophistiqués sont rares, sont très difficiles à réaliser. Et quand un groupe essaye d'en faire un, il y a des chances qu'il soit intercepté parce que ça laisse des traces et c'est autant de chances pour les services de renseignement d'intervenir et de les neutraliser avant le passage à l'acte. Et donc l'idée, c'est que plutôt que de faire des gros attentats compliqués, mieux vaut passer à l'acte de manière très simple, avec des moyens rudimentaires, pour faire des attentats dits low cost. Donc ça peut être avec un couteau, ça peut être avec une voiture bélier. Ces attentats, évidemment, font moins de morts que le Bataclan ou le 11 septembre, mais l'idée, c'est qu'en les multipliant, eh bien, il va y avoir un effet stratégique, un effet sur la société qui va saigner le corps social à petit feu. C'est ça les mille entailles. C'est qu'en fait, en faisant 1000 entailles sur un corps humain, bah, vous finissez par tuer la personne. Vous n'avez pas besoin de cibler le cœur avec un coup de couteau. Si vous lui faites 1000 entailles, la personne va perdre son sang. Et donc c'est une métaphore qui applique cette idée de corps humain au corps social. Et l'idée, c'est que en multipliant les petites attaques, le corps social va saigner à petit feu. Une autre idée, c'est qu'au bout d'un moment, le corps social va réagir. Alors la surréaction va venir potentiellement d'une partie de la société civile. Là, c'est l'hypothèse de l'ultra-droite qui s'en prendrait aux musulmans, en l'occurrence, à la suite d'attaques djihadistes. Ou alors, la surréaction peut venir des autorités. Et là, ce sont typiquement des politiques discriminatoires qui pourraient nourrir en réalité la propagande djihadiste et, de manière contre-productive, aider les groupes djihadistes à recruter. Alors, comment on construit donc son média comment on construit le véhicule de ce message sur les réseaux notamment? Alors, actuellement, en fait, je pense qu'il faut faire un flashback sur ce qu'a été la propagande et ce qu'elle est devenue, en fait. Euh, et c'est une des grandes forces de l'État islamique, c'est que Qui a su s'adapter quand même à chaque fois très très rapidement. oui, c'est-à-dire que en fait, le but de l'État islamique, c'était de devenir le leader de marque dans l'offre radicale djihadiste. Il voulait peupler son califat. Et donc, en cela, il s'est démarqué d'Al-Qaïda. Al-Qaïda était plutôt sur une propagande intellectuelle, idéologique, des grands discours longs, ex cathedra, il n'y avait pas trop d'images. C'était plutôt un recrutement cognitif. L'État islamique, lui, ce qu'il a mis en place, petit à petit, c'est une machinerie médiatique très imposante, avec une production de masse, une dissémination très organisée, très coordonnée, et une accessibilité des contenus avec une large surface de contact avec les contenus, une accessibilité en quelques clics. Vous pouviez, à la grande époque du califat, vous pouviez tomber sur un contenu, et aussi accessibilité en termes d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'il y avait des traductions dans toutes les langues, quoi. Donc voilà, il a mis ça en place et grosso modo, c'est cette propagande qui a fait mouche et qui a atteint des jeunes qui ensuite les ont poussés à partir en Syrie. Maintenant, ça, c'était plutôt en 2014, 2015, etc. Et je crois qu'en fait, on peut faire un parallèle entre ce qu'a fait l'État islamique sur le terrain et ce que fait l'État islamique en ligne. Parce que c'est assez intéressant, il y a vraiment un parallèle qui est notable. À cette époque-là, l'État islamique occupait un territoire en Syrie et en Irak. De même, sur l'espace numérique, il occupait un espace web. Ensuite, à la faveur des frappes de la coalition, le proto-État est devenu plutôt à muter en groupe insurrectionnel avec des activités clandestines. C'est pareil, à partir de fin 2015, en fait, après les attentats de Paris, début 2016, les grandes plateformes ont commencé à intervenir, les grandes plateformes et puis les autorités ont commencé à intervenir contre les contenus djihadistes, à la fois en termes de production, de dissémination, etc. Et il y a eu un repli des grands réseaux sociaux vers des applications plus confidentielles, des applications de messagerie chiffrée, Telegram par exemple. Alors, c'était l'app par excellence. Et de même que sur le terrain ensuite, l'État islamique, il a gardé un peu sa forme clandestine, insurrectionnelle, en menant des attaques éclairs contre les forces en présence sur le terrain. De même en ligne, depuis Telegram, l'État islamique continue
à envoyer des contenus sur les grands réseaux sociaux pour recruter, pour faire parler de lui, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a même l'État islamique sait que quand il arrive sur Facebook, sur Instagram, ces contenus vont pas durer longtemps, mais il y a des chercheurs qui appellent ça des contenus inrimasi, en référence aux combattants inrimasi, qui sont des combattants qui percent les lignes ennemies pour faire le plus de morts possible, mais survivre le plus longtemps possible. Bon, mais là, vous avez des contenus qui percent les algorithmes des plateformes pour rester le plus longtemps possible en ligne. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une dialectique, il y a un arbitrage à faire pour ces groupes entre, d'une part, garder une sécurité opérationnelle et ne pas se faire supprimer des comptes, des pages, des groupes, etc. Et d'autre part, faire parler d'eux, recruter, diffuser leurs messages, diffuser les contenus ultra-violents, etc. Et donc, voilà, il y a cette espèce de tension permanente entre ces deux contraintes. Actuellement, maintenant, j'en viens à aujourd'hui. Alors on n'est plus du tout sur les mêmes formats, parce qu'on voit beaucoup dans la presse que la propagande de l'État islamique, etc., continue. Oui, elle continue, c'est vrai, elle continue, mais on n'est plus du tout sur la même volumétrie qu'en 2015, 2016, etc. Il n'y a plus les grands magazines qu'il y avait à l'époque. Il y en a, c'est plus les mêmes. On était en 2015, en août 2015, c'était l'apogée du califat, du cybercalifat. On était sur plus de 700 contenus en un mois. Donc c'était vraiment une déferlante, quoi. Là, actuellement, en fait, la propagande, elle a régressé en termes de volume. Elle a régressé en termes de dissémination, parce qu'il y a eu des actions, etc., en termes d'accessibilité. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, elle est plutôt confinée dans des plateformes confidentielles, toujours Telegram, mais d'autres plateformes plus confidentielles. Elle continue à réapparaître de manière régulière sur les réseaux sociaux, mais plus du tout avec cette surface de contact qu'on avait avant. En revanche, ce qu'on observe, c'est que, en fait, vous avez de même, et on peut aussi faire un autre parallèle avec l'État islamique dans la vie réelle, qui s'est décentralisé. Il y a eu un phénomène de décentralisation, et on observe en ligne des espèces d'écosystèmes numériques qui sont désarrimés de la propagande officielle et des médias officiels. L'archipélisation. Exactement, une archipélisation qui est où vont circuler soit des gens qui sont liés de près ou de loin à l'État islamique, soit pas du tout, et qui vont récupérer des archives de l'État islamique, qui vont les remixer, les adapter, et qui vont les republier sous des formats très courts, des formats qui empruntent à la pop culture, au même. On voit des animés avec des nashids de l'État islamique, c'est-à-dire des chants de l'État islamique qui circulent. Ce Voilà, qui est hyper efficace, parce qu'ils reprennent les codes de leur propre culture locale, donc Exactement. Et en fait, ça, c'est très digéré, déjà. c'est une façon aussi de trivialiser cette propagande, d'en diffuser, en fait, de banaliser les codes. Et voilà, quand vous avez quelqu'un qui voit un nasheed, il dit qu'est-ce que c'est que cette chanson, elle est chouette. Voilà. Et donc en fait, il y a vraiment cette espèce de décentralisation de cette propagande. Mais si la propagande officielle n'est pas trouvable rapidement, en fait, cette propagande-là, elle est très très accessible encore sur des réseaux comme TikTok ou Je d'autres. voulais juste rajouter un point historique qui est que nous, en Europe et en France, on a été très marqué par la propagande ultra-violente de Daesh. Les égorgements, les prisonniers en tenue orange pour rappeler Guantanamo, ce genre de choses. Mais en réalité, ce que montraient les chercheurs qui étudiaient la propagande à l'époque, c'est que l'immense majorité des contenus étaient non violents. Et il y avait notamment en 2013-2014, quand l'État islamique cherchait à inciter à l'émigration, la hijra, vers la zone syro-irakienne, appelée le Cham dans cette mouvance-là, il y avait tout un tas de vidéos, de photos qui montraient vraiment un paysage idyllique. C'était le pays des merveilles, justement. Et il y a un personnage dans le livre qui fait référence à ça. Donc on pense effectivement que Daesh au pays des merveilles, c'est la zone syro-irakienne. Et en réalité, au fur et à mesure de la lecture, on comprend que c'est aussi la France, mais pour d'autres raisons, le pays des merveilles. La raison, c'est que la France était vue comme un
un pays fragile, une société fragile du fait des tensions déjà existantes, du fait de la démographie aussi. Et donc l'idée, c'était de mettre le paquet, entre guillemets, sur la France, parce qu'il y avait des chances d'implosion, plus dans ce pays que dans d'autres. Voilà grosso modo l'explication du titre, parce que vous aviez posé ça comme question au tout début de l'émission. Donc j'y réponds maintenant tardivement. Merci d'y avoir répondu, Marc Ecker. Laurence, pardon. Oui, il y a 2 choses à dire sur ce que dit Marc. D'abord, les vidéos longues, de la grande époque, de l'État islamique, c'est assez intéressant parce que, bon, l'ultraviolence a Pardonnez-moi, je vous coupe. Qui produit ces vidéos? Depuis quel territoire? Qui fait ça? alors, C'est des community managers qui sont déjà formés? Ce sont des occidentaux? C'est des gens qu'on forme? alors ça dépend, On mais sait en fait, pas, peut-être? il y en avait qui étaient faits par des occidentaux, d'autres par des Syro-irakiens, mais c'était évidemment produit sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était donc à cette grande époque, on était sur des vidéos qui faisaient 30-45 minutes, donc des vidéos qui étaient assez longues et qui, en fait, ciblaient différents types de personnes. Effectivement, l'ultraviolence a été extrêmement médiatisée et bon, c'est un peu normal parce que c'était quelque chose de très nouveau. Puis je pense qu'on faut qu'on revienne dessus parce que c'est un élément important de recrutement, en fait, paradoxalement. Mais effectivement, il y avait plein de leviers de recrutement différents dans ces vidéos. C'était assez intelligemment fait. Il y avait la partie utopie califale, où vous visitiez voilà, les enfants qui étaient à l'école, qui apprenaient un islam vrai, un islam pur, pas un islam dévoyé, etc. Il y avait des caméras qui se baladaient dans les rues, où on voyait des magasins avec luxuriant. Voilà, le califat existe, le califat a des ressources. Il y avait la propagande triomphante des victoires militaires. Voilà, en fait, et puis il y avait toute une partie de la propagande sur la victimisation toute une partie de la propagande qui montrait les actions d'Assad sur la population syrienne, qui est très importante en fait dans ces vidéos, qui montrait les actions des Occidentaux dans les pays musulmans. Il y avait l'ultraviolence. Et donc cette partie de la propagande, c'est important d'en parler parce que, en fait, un des leviers d'adhésion à cette propagande, ce sont les chocs moraux. Et alors, les chocs moraux, je renvoie vos auditeurs vers une étude extrêmement intéressante qui a été faite par 2 chercheurs qui s'appellent Xavier Crétier et Romain Seize, hein, pour la direction de l'administration pénitentiaire. Ils ont étudié les causes d'adhésion de plus de 350 prisonniers terroristes islamistes. Et dans ces causes d'adhésion, ils se sont rendus compte que 60% de cet échantillon, qui est quand même un bel échantillon, ils avaient eu des chocs moraux. Alors, les chocs moraux, c'est une expérience que vous vivez ou quelque chose que vous visionnez en ligne qui rentre en contradiction avec vos convictions intimes, morales, et donc qui va vous bouleverser. Et voilà. Et parmi ces 60% qui ont eu un choc moral, donc majorité absolue, il y a 40% parmi ceux-là, majorité relative dans son échantillon, pour lesquels ils ont eu des chocs moraux virtuels sur Internet. Par exemple. Par exemple, réaliser que les pays musulmans, que la France pille les ressources des pays musulmans, par exemple. Ou voilà, il y a des bombardements, qu'il y a des gens en Syrie qui meurent, des enfants en Syrie qui meurent, et que donc c'est quelque chose d'insupportable. Et donc on va s'engager et on va lutter contre ce phénomène-là en s'engageant dans des groupes plus ou moins radicaux, etc. Voilà, le phénomène de choc moral est omniprésent dans la propagande. Et vous étiez sur Gaza pendant le premier talk. C'est quelque chose qui est actuellement omniprésent, mais peut-être qu'on pourra en reparler parce que c'est un levier très fort. c'est un levier très fort. Marc, vous vouliez intervenir? C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que la période est propice aux chocs moraux. Et les images qui proviennent de Gaza, mais il y a d'autres zones de conflit. Mais c'est vrai que dans la mouvance djihadiste, il y a une focalisation particulière historique qui date pas de Daesh, hein, déjà du temps d'Al-Qaïda, Ben Laden. Il y avait beaucoup de propagande qui tournait autour de la Palestine. C'est vrai que voir ces images qui arrivent quotidiennement de violences, d'enfants tués, des images très crues, peuvent constituer une base pour ces chocs moraux. Et donc une base en fait de recrutement pour des groupes djihadistes.
On peut donc penser qu'avec ce qui se passe à Gaza, Daesh va recruter de plus en plus. Vous constatez là sur les réseaux En fait, ce qui est un assez regain, intéressant, c'est c'est des que publications qu'on voit beaucoup sur Twitter notamment. ce qui est assez intéressant, Pardon. c'est que il y a eu le 7 octobre et ensuite il y a eu la guerre à Gaza. Et suite au 7 octobre, c'est Al-Qaïda qui a d'abord réagi. Il y a eu vraiment deux phases. Il y a eu une phase de félicitations pour les attaques du 7 octobre, une phase de galvanisation, jubilation. Vraiment, on félicite, c'est un moment extraordinaire, c'est un élan, etc. Euh, L'État islamique a réagi plus tard parce que Al-Qaïda et l'État islamique, très schématiquement, ne sont pas du tout dans la même idéologie que le Hamas. Ils sont dans une idéologie djihadiste, internationaliste. Le Hamas est dans une idéologie islamiste et nationaliste. Il est arrivé au pouvoir par des élections, il a des liens avec l'Iran, il a des liens avec les frères musulmans, etc. Donc c'est pas du tout la même sphère idéologique. Néanmoins, Al-Qaïda, plus pragmatique, a tout de suite félicité pas le Hamas directement, mais on va dire la branche armée. L'État islamique, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a recadré le 7 octobre dans un combat civilisationnel. On revient toujours à ce combat civilisationnel, dans un combat religieux entre les musulmans et les autres. Et le Hamas est dans l'erreur, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est dans ce cadre-là qu'il faut lire cette histoire. Ça, c'était après le 7 octobre. Et ensuite, quand la guerre à Gaza a commencé, c'est surtout Al-Qaïda qui a beaucoup publié. Et toutes les filiales d'Al-Qaïda publient, enfin, en fait, tout au long de l'année 2024, il y a eu énormément de publications sur la guerre à Gaza, avec des incitations à réagir, etc. Mais vraiment de manière très, très appuyée. Vraiment, ça a dopé la propagande d'Al-Qaïda. Celle de l'État islamique central, pas vraiment, mais l'État islamique sympathisant, oui, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes qui sont passées à l'acte, en fait, c'est à Daesh, à l'État islamique qu'ils ont prêté allégeance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'État islamique reste vraiment le leader de marque dans la radicalité, dans la radicalité djihadiste. Et les 3 personnes qui ont été, ou les 2 personnes qui ont été mises en examen dans le Nord la semaine dernière, c'est encore l'État islamique. Bir Hakeim, l'attentat de la tour Eiffel à côté de Bir Hakeim, c'était l'État islamique. L'attentat de Bruxelles contre des Suédois, me semble-t-il, en novembre 2023, c'était l'État islamique, etc. Et voilà. Et donc en fait, l'État islamique continue de capturer cette demande de radicalité de la part d'un certain nombre de personnes. Marc, vous voulez ouvrir un autre tiroir ou c'est pour répondre à Laurence? Parce que sinon, j'ai une question de Morgane dans le chat. Allez-y avec la question. Question de Morgane. Salut Morgane. Merci de continuer avec nous malgré l'heure qui passe. C'est très bien, ça vous intéresse. Morgane qui vous demande davantage qu'à moi comment on démine l'instrumentalisation par les djihadistes des métals entre guillemets chocs moraux et des événements historiques qui en sont à l'origine. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est ça la question de Morgane. C'est Comment s'en compliqué. prémunir? Et la réponse visiblement est très très compliquée puisqu'on y arrive en fait assez mal. C'est Et je compliqué. mets on, donc c'est l'État, les services de police, la DGSI. C'est compliqué, en fait, ça renvoie à la question du contre-discours. Mais voilà, ça renvoie à plein de choses. La question du contre-discours, on a vu que ça Ça marche pas vraiment. pas vraiment marché. En tout cas, le contre-discours institutionnel n'a pas vraiment marché. Il a eu des vertus informatives. Il y a également d'autres types de contre-discours humoristiques. Il y en a eu en Angleterre avec les Desperate Housewives of ISIS, etc. Mais je crois qu'en fait, dans ce cas spécifique, sur les chocs moraux, le problème est beaucoup plus large que les seuls groupes djihadistes. Et je crois qu'il faut élargir la focale par rapport à ça. C'est qu'on a des sphères en ligne qui sont complètement imperméables les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on a des sphères qui sont pro-islamistes, Qui sont dans des biais de confirmation. qui sont dans des biais algorithmiques, des biais de confirmation, et qui ne voient pas la souffrance de l'autre camp. Et donc ça crée une sorte de compassion à sens unique. Et c'est un phénomène qui est en fait beaucoup plus large. Et en plus
le 7 octobre et ce qui a suivi a concordé avec le rachat de Twitter par Musk et comment dire, la réduction des équipes de modération et avec des choses vraiment, une parole complètement désinhibée, Vous n'y voyez pas de cause à effet. une parole qui est complètement désinhibée. Enfin, on parle souvent du continuum entre les mots, l'incitation et les actes, mais là, il y a eu le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu un acte violent qui s'est produit, et ça a désinhibé une parole et des mots très violents. Et en fait, donc, c'est l'histoire des chocs moraux, c'est une problématique qui est beaucoup plus large que celle des groupes djihadistes et qui touche en fait la polarisation de la société dans son ensemble. Oui, dans la fameuse audition du DGSI dont on parlait au début, C'est la Direction Générale de Sécurité La di- Intérieure, c'est les services secrets qui s'occupent de l'intérieur de la France, pour faire gros. Ça, hein, on va dire ça comme ça, le directeur avait dit une chose intéressante. Il avait dit, je suis convaincu, j'ai plus les mots par cœur, mais enfin en gros c'était ça, je suis convaincu qu'on vaincra le terrorisme, la mouvance djihadiste terroriste, mais je suis beaucoup plus sceptique par rapport à la radicalisation. Et là, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et je pense que la remarque s'applique aussi à la question qui a été posée, parce qu'effectivement, en ligne, il est plus facile de détecter des discours violents, des potentialités de passage à l'acte et d'intervenir en arrêtant ces personnes. En revanche, intervenir sur ce qui se passe dans les esprits des gens, modifier leur perception, faire de l'ingénierie sociale d'une certaine manière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est peut-être même pas très souhaitable, par ailleurs. peut-être, mais sur certains sujets, c'est vrai que quand on voit ce qui circule en ligne, c'est quand même très très inquiétant. Quand il y avait eu, par exemple, l'assassinat de Samuel Paty, vous vous souvenez qu'il y avait eu une mini polémique parce qu'en réalité, il y avait eu des signalements sur des interventions en ligne du terroriste avant donc l'attentat. Et ce qu'avait dit le ministère de l'Intérieur, c'est vous ne vous rendez pas compte. Il y a tous les jours des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien, de messages très violents qui circulent. Et si on devait arrêter chacune de ces personnes, on serait dans une population, dans une problématique de surpopulation carcérale bien plus importante Ingérable. que celle qu'on a. Et par ailleurs, il y aurait aussi des problèmes en matière de juridique, d'état de droit et autres. Mais donc c'est compliqué parce que effectivement, quand on voit le nombre de personnes qui annoncent sur les réseaux qu'elles souhaitent en tuer d'autres, ça fait peur. En fait, on est sur des problématiques de volumétrie considérable. Et donc, c'est très compliqué. Enfin, pour tout ce qui est contre-discours, prévention, etc., il y a des problématiques de volumétrie, il y a des problématiques de pénétrer les bulles. Savoir où on C'est-à-dire va que aller, où on va les dans délivrer. les sphères très radicales, il n'y a pas de pénétration de contre-discours, sinon vous êtes viré de ces sphères. Et il y a, en fait, en termes de volume, on est aussi, enfin, en fait, ceux qui sont croyants dans ces causes, et je ne parle pas de croyances religieuses, mais je parle de croyances dans une cause religieuse, politique, idéologique, etc., ils sont pas aux 35 heures, quoi. Je veux dire, il y a ils bossent tout le temps et voilà et il y a une vidéo très connue de l'État islamique qui dit, quand, on nous supprime un compte, on va en construire 3, mais quand ils vont nous supprimer 3 comptes, on va en construire 30. Donc voilà, donc il y a vraiment cette espèce de résilience et de croyance et d'action par rapport à cette croyance. Oui, et par ailleurs, ça c'était la logique d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui, avec des outils d'intelligence artificielle, vous pouvez démultiplier évidemment ces effets. La question, c'est l'intelligence artificielle est aussi utilisée évidemment en défense. Donc, est-ce que c'est l'offensive ou la défensive qui au final va l'emporter? Ça va rendre le jeu plus complexe de part et d'autre. Il y a Abd Marocino qui pose une question. J'ai l'impression qu'on y a un petit peu répondu. Je vous la pose tout de même. Moi, j'ai une question. Merci pour ta question, Abd Marocino. Comment on peut expliquer que la plupart des radicalisés possèdent une connaissance très basse de l'islam, donc il parle des radicalisés djihadistes, futurs djihadistes, et que leurs actes sont basés sur des croyances qui sont propagées par certaines sectes? Bon, pourquoi on se radicalise en fait? Malgré... Attends, je ne suis pas sûr de comprendre ta question finalement. Comment on peut expliquer que la plupart des radicalisés, sur quoi se fonde la radicalisation de ces gens, malgré leur très basse connaissance de l'islam? Si je veux résumer sa question. Voilà, On y a un petit peu répondu. Oui, mais on peut quand même préciser les choses. La radicalisation, généralement, elle n'est pas unifactorielle. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte et en fait, il faut regarder au cas par cas. Souvent, il y a un mélange de ce qu'on appelle des facteurs d'attraction et de répulsion. Des facteurs de répulsion de la société pour X raisons, et puis des facteurs d'attraction du groupe. Pour ce qui est de Daesh, par exemple,
il y avait vraiment une mise en avant de la fraternité ou de la sororité. Rentrer dans le groupe, on va avoir une vraie solidarité, etc. Parfois, il y a aussi des éléments de choc moraux, géopolitiques qui peuvent rentrer en ligne de compte. Parfois, il y a des éléments qui sont plus de nature psychologique. Souvent, on dit qu'il faut regarder au niveau micro, au niveau de l'individu, au niveau méso, au niveau de son quartier, par exemple. Il peut y avoir des prédicateurs très convaincants dans certains quartiers. Et puis, au niveau macro, ce qui se passe dans un pays ou même plus largement dans le monde. Donc, c'est compliqué de répondre précisément à cette question parce que la radicalisation est multifactorielle. Laurence? Ouais, il y a un autre phénomène qui complète ce que vient de dire Marc, c'est que actuellement il y a un phénomène dont on parle de plus en plus, avec des chercheurs qui se posent la question est-ce qu'on rentre dans une phase post-idéologique, c'est-à-dire que on est face à des jeunes qui sont essentiellement attirés par la violence et qui finalement finissent par post-rationaliser leur volonté de violence avec une idéologie. On a vu en France des cas de jeunes bah, qui hésitaient en fait entre devenir néo-nazis ou devenir djihadistes. Ce qui paraît un Et peu incongru, mais en fait pas tant que ça. ce qui paraît un peu incongru, mais pas tant que ça, parce on a vu qu'il y avait des résonances, il y a aussi des connecteurs idéologiques entre ces sphères, hein, certaines visions du monde, le tropisme antisémite, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de connecteurs idéologiques, mais ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs c'est un débat qui est assez vif dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, est-ce que on doit élargir la définition de terrorisme à des personnes qui ont une appétence pour la violence. Et, Bah, s'il n'y a pas l'intention de terroriser, non. et en C'est fait, voilà. la définition du terrorisme. Et exactement. Et en plus, ça risquerait de déborder les services. Et le responsable du contre-extrémisme anglais écrivait il y a quelque temps que on pouvait faire une analogie. Pour rechercher les terroristes, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Et si on élargissait la définition, en fait, on rajoutait du foin. Puisque du coup, ça élargirait le vivier, enfin le périmètre des personnes à rechercher. Mais c'est vrai que il y a de plus en plus une appétence pour la violence. Il y a eu en fait une ouverture de la fenêtre d'Overton de la violence, c'est-à-dire une ouverture de la fenêtre d'acceptabilité de cette violence, notamment au niveau des contenus qui circulent en ligne. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, un contenu d'Al-Qaïda qui appelait au meurtre, ça nous choquait. Ensuite, il y a eu l'État islamique avec l'ultra-violence. Et finalement, en valeur relative, eh bien, les contenus d'Al-Qaïda presque qui acceptables. sont pas, voilà, Regardables, sont en tout cas, peut-être. exactement, sont devenus acceptables. Et donc, il y a un phénomène presque de mithridatisation par rapport à cette ultra-violence en ligne qui fait que On prend un petit peu de poison et à la fin, le poison ne vous empoisonne plus. Exactement. Marc Ecker. Non, mais je pense qu'on peut peut-être prendre une dernière question. Oui, j'en ai une dernière. J'en avais plein d'autres, mais vous avez monopolisé la parole pendant 1 heure. Mais c'est le but du talk, hein. C'est plutôt de vous laisser parler. C'est ce qu'on propose en tout cas dans le talk, c'est vous laisser un peu la parole. C'est rare dans les médias d'avoir 1 heure. Parmi les gens qui sont sensibles à ce genre de message, il y avait des hommes. Désormais, il y a des femmes et pas mal de jeunes, Laurence, il me semble. Oui, en fait, il y a un rajeunissement de la menace. C'est un constat qui est fait dans beaucoup de pays et dans beaucoup de sphères, à la fois sur la sphère djihadiste, sur la sphère ultra-droite. Donc il y a un rajeunissement global de la menace. Alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais de mémoire, on était à 1% des mises en examen d'ados en 2022, 3-4% en 2023, et sur les 8 premiers mois de 2024, on est à 21%. J'ai plus les chiffres sur 2024 en totalité, peut-être que tu les as. C'est 70% de moins de 21 ans depuis 2023. Ouais, alors moi je parle vraiment des ados mineurs. Et en fait, ce phénomène s'explique à la fois par une demande de radicalité et une offre de contenus radicaux. On est dans la phase adolescente avec, je ne fais pas de psychologie de comptoir, mais la volonté de transgresser, de se révolter contre l'autorité, etc. Par les passions un peu plus fortes. Oui. Mais de l'autre côté, il y a aussi une offre spécifique pour les jeunes, à la fois en termes de plateforme, avec des contenus qui sont envoyés sur TikTok, sur différents types de réseaux, et qui ensuite vont canaliser vers des écosystèmes plus radicaux. Donc en termes de plateforme, en termes de format, avec des formats, on en parlait tout à l'heure, des formats très courts, nos jeunes ne lisent plus, donc il faut qu'on adapte notre propagande, et aussi en termes de contenu.
Et en termes de contenu, il y a eu un cas intéressant en Italie récemment d'un jeune de 14 ans qui voulait construire une cellule de l'État islamique en Italie, faire un attentat. Et en fait, il a été arrêté et il a dit pendant son audition qu'il avait été convaincu en visionnant des vidéos de l'État islamique qui mettaient en scène des ados kamikazes. Et donc, il y a vraiment cet effet mimétique, identificatoire dans la propagande, aussi dans les contenus. Et la question était sur les jeunes et sur les femmes. Sur les femmes, il y a eu un vrai changement avec l'État islamique parce que l'État islamique voulait construire une société et avait donc besoin de femmes. L'idée, c'était que les femmes soient des bonnes épouses de combattants et bâtissent l'avenir en faisant des enfants. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir des mères. Et ça a fonctionné sur les 1500 Français qui sont partis et arrivés en zone syro-irakienne à la période du djihad sur place. Il y avait 500 femmes à peu près. Il y a ce qu'on a vu aussi, c'est un recours de femmes à la violence. On a notamment eu en 2016 une tentative d'attentat par des femmes devant ou à proximité de la cathédrale Notre-Dame à Paris. 19h passé de 46 secondes, 47, on est un petit peu en retard et c'est de ma faute, c'est moi le maître du temps et je n'ai pas vu le temps passer. C'est l'heure de nous séparer, mais juste avant peut-être le mot de la fin ou le mot de la suite, Laurence. C'est patate chaude aux invités pour conclure. Le mot de la fin, je crois que le livre de Marc montre que voilà, il faut continuer à regarder la menace djihadiste. Il ne faut pas l'hystériser, ni au niveau politique, ni au niveau médiatique. C'est hyper important parce que il ne faut pas que les médias se fassent le porte-voix inespéré d'une propagande qui finalement est en régression. Et puis, en fait, il faut être attentif aux nouvelles menaces et anticiper les menaces qui ne sont pas encore là, qui vont arriver. Alors, ça peut être compliqué en termes de ressources, mais il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Merci Laurence. Marc, le mot de la fin, le mot de la suite. Le mot de la suite, c'est que je pense qu'il est important de faire beaucoup de pédagogie autour de ces sujets. J'aime bien cette émission parce que c'est un format où on a le temps de faire de la pédagogie et en plus c'est pour un public jeune, attentif. Et donc le mot de la suite, c'est que je pense qu'on aura d'autres occasions de faire ce type d'émission sur des sujets tournant autour du terrorisme et de la Ce radicalisation. sera en tout cas avec un plaisir partagé. 19h01, 19h02. Allez, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci à tous les deux pour vos passionnantes lumières. Merci d'avoir joué le jeu des questions du chat. Merci de m'avoir permis de ne poser quasiment aucune question. C'était un plaisir de vous écouter. Parfois, ça fait beaucoup de bien. C'est la fin de ce stream pour vous dans le chat. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, leur vieille tante, leur patron ronchon, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le stream est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit, pas ce soir sur Discord, mais peut-être demain. Jules va mettre le lien s'il ne l'a pas déjà mis. Merci pour vos questions dans le chat. Merci d'avoir été bienveillant et courtois, spécialement aujourd'hui. C'est votre espace, vous êtes ici chez vous, alors continuez à nous suivre de cette manière-là. Merci bien sûr à Jérém Alamodé qui vous lit, qui vous censure, qui vous modère en tout cas. Merci à ma droite à Cyril Balta à la réal. Merci à Steph Berlu pour les visuels. Merci aussi à Camille Rio à la programmation. Camille, on va se retrouver... Vous retrouverez le talk mercredi prochain de 17h à 19h. Ce sera avec Sarah Calaman, parce que je prends quelques jours de vacances. Camille, on va parler de quoi pendant 2 heures mercredi prochain? Camille Rio. Bonsoir. Alors, la semaine prochaine, on va refaire un bilan politique de l'actualité française. Et dans un second temps, nous pencherons sur une question essentielle aujourd'hui, sur la santé mentale. Et notamment les troubles bipolaires. Merci Camille Rio, programmateur du stream. Rendez-vous donc mercredi prochain donc avec Sarah Calaman, que vous connaissez déjà, 17h à 19h. Même endroit, même heure, certainement pas de bonne heure, mais certainement bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.